Vous passerez notre nuit de noces seul, dit le duc de Vulma. Il le dit aussi calmement qu'un homme qui parlerait du temps qu'il fait. L'encre de leur acte de mariage n'était pas encore tout à fait sèche. Alaric observa l'effet de ces mots. Il les avait choisis avec soin, comme il choisissait tout, et il les avait prononcés à voix basse. Ainsi, le vicaire penché sur son registre ne les entendrait pas. Pourtant, il vit ces mots frapper sa nouvelle épouse. Elle se tenait à ses côtés dans le cœur froid en pierre de la chapelle de Volmy. C'était une femme qu'il avait épousée il y a moins d'un quart d'heure. Un instant, ses yeux gris se sont levés vers les siens. Ils exprimaient une confusion si nue et si blessée qu'il a été obligé de détourner le regard. Il a regardé vers le grand vitrail est. La lumière de janvier y passait, faible et sans couleur, à travers le vieux verre. « Monseigneur, dit-elle, et rien de plus. » Elle ne pleura pas. Il avait un peu craint qu'elle ne pleure, et il constata, à sa propre et légère surprise, qu'il était content qu'elle ne le fasse pas. « Vous aurez toute l'aile est, continua-t-il, enfilant toujours tranquillement ses gants. Vos propres appartements, votre propre femme de chambre, vos propres horaires. Vous ne manquerez de rien que l'argent puisse acheter. Mais ne m'attendez pas à votre porte ce soir, ni aucune autre nuit. Telle est la nature de notre accord, et je ne veux pas que vous soyez trompés. Je préfère être considéré comme dur, plutôt que comme faux. Je comprends. » Marianne Ashworth dit cela. Elle était maintenant Marianne de Vulma, duchesse de Vulma. Mais le titre reposait sur une simple robe de voyage grise comme une couronne sur un roitelet. « Vous avez été très clair, monseigneur. Je vous en remercie. » Il ne s'attendait pas à des remerciements. Il inclina la tête, car il ne savait pas quoi faire d'autre de son visage. Il lui offrit son bras pour parcourir la longueur de l'allée. Elle le prit. Sa main sur sa manche ne pesait presque rien. Derrière eux, le petit groupe qui avait assisté à la cérémonie se leva des deux premiers bancs. Son régisseur, sa tante, Lady Corving, la femme du vicaire, et la poignée de serviteurs graves qui avaient été autorisés à regarder. Il n'y avait eu aucun invité de mariage digne de ce nom. Alaric l'avait voulu ainsi. Un grand mariage, avec tout le comté venu pour regarder et chuchoter, aurait été un supplice pour lui. Et il soupçonnait que cela aurait été pire pour elle. Ils sortirent de la chapelle dans la matinée grise et fraîche. Une calèche attendait sur le gravier pour les emmener sur le court demi-mille jusqu'au grand château. Un homme aurait pu faire le trajet en un quart d'heure. Alaric a dit à sa femme à monter et prit le siège en face. La porte fut fermée, et les chevaux se mirent en route. Et pendant toute la durée de ce trajet, aucun d'eux ne dit un seul mot. Ils la regardaient parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où regarder dans la petite boîte de la calèche. Et parce qu'un homme devrait connaître le visage de la femme à laquelle il s'était lié pour toute sa vie. Elle n'était pas une beauté. Il le savait quand il l'avait choisie, et cela avait fait partie du choix. Son visage était trop long, sa bouche trop large, son front trop haut et clair pour la mode. Mais elle avait de beaux traits et des yeux stables, et une façon de tenir son menton qui n'était pas tant de la fierté que de l'endurance. Le regard d'une femme qui avait été si souvent et si longtemps ignorée qu'elle en avait fait un foyer tranquille. Elle avait 27 ans. Aux yeux du monde, elle était déjà une vieille fille, mise au rebut, la parente pauvre des Ashworth de Marling. Elle était passée de maison de cousin en maison de cousine depuis la ruine et la mort de son père. Toujours utile, jamais désirée. Une gouvernante en tout sauf le nom et le salaire. Il l'avait épousée pour des raisons qui lui étaient entièrement propres, et aucune d'elles n'était l'amour. Il lui avait dit la même chose dans la lettre qui avait proposé le mariage. Il la respectait trop pour avoir menti. « Vous vous demandez, dit-il enfin, pourquoi je vous ai choisi. » Se tourna de la fenêtre. « J'avoue que la pensée m'a traversé l'esprit, monseigneur. Un homme tel que vous aurez pu avoir n'importe quelle femme en Angleterre. Je ne voulais pas n'importe quelle femme en Angleterre, dit-il. Il entendit à quel point cela sonnait dur, et ne l'adoucit pas. Je voulais une femme de bon sens, qui comprendrait ce que j'offrais et ce que je n'offrais pas. Vous avez été la maîtresse de la maison d'une autre femme pendant ces 6 dernières années. Vous savez comment diriger une grande maison, et vous n'en attendez rien pour vous-même. Vous avez passé l'âge de la folie romantique. Si mes informations sont correctes, vous n'avez aucune âme vivante qui dépende de vous, et que vous placeriez au-dessus des devoirs de votre foyer. Vous êtes très bien informé, monseigneur. » Sa voix était égale, mais il entendit la petite lame d'ironie en dessous, et il respecta cela aussi. « Je me fais un devoir de l'être. » La calèche tangua sur une ornière et se stabilisa. Volmy existe depuis 800 ans. Sa succession est si contraignante qu'elle étranglerait un homme de moindre envergure.
Il y a des locataires et des dépendants innombrables, et pas de duchesse pour s'occuper des 1000 choses qu'un duc ne peut pas faire. Ma tante s'en est occupée depuis la mort de ma mère. Elle est vieille et fatiguée et souhaite se retirer à Bath avant d'y être portée. J'ai besoin d'une duchesse. Je n'ai pas besoin d'une épouse à d'autres égards. J'ai pensé qu'il était plus honnête de vous le dire le jour même, plutôt que de vous le laisser apprendre dans l'obscurité. Elle resta silencieuse un moment. Et un héritier, monseigneur. Vulma voudra un héritier. Il savait que la question devait venir. Et pourtant, elle le transperça comme une lame tournée dans une vieille blessure. Il garda son visage impassible par longue habitude. Vulma a déjà un héritier, dit-il. Le fils de mon cousin Julian. La lignée ne s'éteint pas avec moi. Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, madame. Ni maintenant, ni jamais. Il la regarda encaisser cela. Il la regarda comprendre, ou commencer à comprendre, que le mariage qu'il offrait ne serait pas un mariage du tout, au sens commun du terme, qu'il lui demandait d'être la duchesse de Vulma et jamais sa femme. Il attendit le tressaillement, le calcul, la déception rapide et voilée. Celle d'une femme qui avait pensé au moins échanger sa liberté contre un mari et une nurserie. Cela ne vint pas. Elle le regarda seulement avec ses yeux gris et stables. Et ce qu'il y lut n'était pas de la déception, c'était quelque chose de plus proche de la compassion. Et cela, il ne pouvait absolument pas le supporter. « Alors nous nous comprenons, » dit-elle doucement. Oui, la calèche prit le dernier virage de l'allée, et Volmy s'éleva devant eux. Alaric regarda sa nouvelle femme le voir pour la première fois. Il avait vu son effet sur les visiteurs toute sa vie, et s'en était lassé. Mais il observa la réaction de sa femme avec une attention curieuse. Le grand château se dressait sur sa basse colline dans un vaste parc dénudé. Gris et immense, 400 fenêtres captant la lumière plate de l'hiver. Une forêt de cheminées fumant contre le ciel de fer. Le tout enveloppé dans un silence qui était moins la paix que l'attente. C'était l'un des plus grands châteaux d'Angleterre et l'un des plus solitaires. Et il avait passé la meilleure partie de ses 36 ans à apprendre à ne rien ressentir en y rentrant. Marianne le regarda un long moment. Elle ne s'exclama pas. Elle ne s'extasia pas. Quand elle parla, sa voix était basse. « C'est très grandiose, monseigneur, » dit-elle, « et très froid. » Il tourna brusquement la tête, mais il n'y avait aucune impertinence sur son visage. Seulement une sorte de lucidité. Et il constata qu'il n'avait aucune réponse à lui donner. Car elle avait nommé en 5 mots la chose sur sa propre maison qu'il n'avait jamais dite à voix haute. La calèche s'arrêta. Les grandes portes de Volmy étaient ouvertes. Et le long des marches, la maisonnée s'était rassemblée pour recevoir leur nouvelle maîtresse. 2 longues rangées d'entre eux, dans leurs livrées sombres et leurs bonnets blancs. 60 âmes et plus, silencieuses dans le froid. Alaric descendit et se tourna pour aider sa duchesse à sortir. Et quand sa main rencontra la sienne, il la sentit trembler une seule fois, puis s'immobiliser par un acte de volonté qu'il pouvait sentir à travers son gant. Elle posa son simple escarpin gris sur le gravier de son foyer et leva le menton. Elle marcha entre les rangs de ses nouveaux serviteurs, le dos droit et le pas assuré. Et bien qu'aucun d'eux ne l'aima encore, tous virent plus qu'une simple femme. Plus d'un la regarda à 2 fois, comme on regarde une chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Il marcha à ses côtés et les nomma au passage. Madame Farrow, la gouvernante, aussi sinistre qu'une pierre tombale. Deacon, le majordome, 40 ans dans la maison. Le régisseur, Monsieur Apprentice, les palefreniers, les femmes de chambre, les garçons. Marianne accorda à chacun un petit signe de tête grave, et un mot, quand un mot était nécessaire. All ceux qui avaient craint qu'elle ne soit intimidée, virent qu'elle ne l'était pas. Ignorée toute sa vie, elle savait comment regarder. Et il n'y avait pas un visage dans cette longue double rangée qu'elle ne vit pas vraiment. En haut des marches, le grand hall s'ouvrait, noir et voûté, devant eux. Dallés de pierre, ornés d'armes, de bois de serre et des sombres portraits de 800 ans de Vulma. Un feu de la taille d'une porte de chaumière brûlait dans l'énorme cheminée et ne faisait rien pour réchauffer l'espace. Marianne s'arrêta juste sur le seuil et leva les yeux vers les visages des morts qui la regardaient d'en haut. Alaric s'arrêta à ses côtés et pendant un instant, toute la maisonnée retint son souffle derrière eux. « Ils n'ont pas l'air heureux, vos ancêtres, » dit-elle tranquillement, pour que lui seul puisse entendre. « Non, » dit Alaric, « ils ne l'étaient pas, pour la plupart. »« Alors nous serons une amélioration, » dit la nouvelle duchesse de Vulma. Et quelque chose dans le courage sec de cette phrase
en ce matin amer d'un mariage qui n'en était pas un, dans cette maison qui n'avait pas été chaude de mémoire d'homme, traversa Alaric comme un petit soleil inattendu, et disparut avant qu'il ne puisse le nommer, laissant seulement le vieux froid à sa place, et le vieux vœu, et la vieille porte fermée qu'il avait construite autour de son cœur, derrière laquelle il comptait la garder, elle et lui, en sécurité. « Madame Ferraud vous montrera vos appartements, » dit-il. Il s'inclina et la laissa seule, debout dans le grand hall froid de ses ancêtres. Alaric avait beaucoup réfléchi dans les semaines précédant le mariage à la manière dont les choses devaient être arrangées. Il les avait arrangées comme un général arrange une campagne difficile, prévoyant chaque éventualité sauf une. Il n'avait pas prévu qu'il penserait à elle. Il avait supposé qu'une fois les vœux prononcés, les choses les plus claires dites, et la femme installée dans l'aile elle deviendrait pour lui ce qu'était la gouvernante ou le régisseur. Un élément fixe et utile du domaine, présent, précieux et ignoré. C'était, après tout, ce pourquoi il avait signé. Il avait choisi une femme simple, sensée et sans histoire, précisément pour qu'elle puisse se glisser dans les rouages du foyer sans jamais s'accrocher à ses pensées. Et il avait ressenti, en arrangeant cela, la satisfaction sinistre d'un homme qui a résolu un problème difficile. Il n'avait pas imaginé qu'une femme puisse être ordinaire à regarder, et pourtant impossible à ignorer. Il n'avait pas pensé qu'une bouche large et un front haut et clair pouvaient s'ancrer dans l'esprit, ni qu'une paire d'yeux gris et stables pouvait marquer plus obstinément que n'importe quelle beauté. Il n'avait pas prévu que le souvenir d'une voix sèche disant « Alors nous serons une amélioration » lui reviendrait sans y être invité une douzaine de fois en une seule soirée silencieuse, et qu'à chaque fois, cela troublerait l'étang plat et froid de sa quiétude. Cette première nuit, il n'alla pas à la galerie, bien qu'il se soit dit qu'il le ferait. Il alla plutôt dans ses propres appartements tôt, avec l'intention de lire. Mais il ne put lire car les mots nageaient et se réarrangeaient pour prendre la forme du matin. La chapelle, la lumière faible à travers le vieux verre, son visage quand il lui a dit qu'elle serait seule. Il avait observé ce visage avec une attention clinique, cataloguant ses réponses, se disant qu'il le faisait pour être sûr qu'elle comprenait vraiment l'accord. Il comprenait maintenant, allongé, éveillé dans le noir, qu'il l'avait regardé parce qu'il ne pouvait pas en détourner les yeux. Et c'était une chose entièrement différente, et cela l'alarmait. Il se leva enfin, alla à la fenêtre et regarda à travers le parc noir vers l'aile est. Une seule fenêtre montrait encore une ligne d'or derrière son rideau. Elle était éveillée. Il était très tard. Il resta longtemps à sa propre fenêtre sombre, regardant cette unique fenêtre allumée à une centaine de mètres de là, de l'autre côté de la maison froide. Et il pensa à la femme derrière. La première nuit d'un mariage qu'il avait promis ne serait pas un mariage. Seul dans une grande chambre étrange, dans une maison pleine d'étrangers. Et il se demanda à nouveau si elle pleurait. Et il espéra avec une férocité soudaine qui le surprit, qu'elle ne le faisait pas. Et il n'aurait su dire pour rien au monde pourquoi ces larmes, invisibles et inaudibles, devraient troubler un homme qui s'était discipliné pendant 11 ans à n'être troublé par rien. Il n'alla pas la voir. Bien sûr qu'il n'alla pas la voir. Toute l'architecture de sa vie s'y opposait. Le vœu, le cimetière, la porte fermée autour de son cœur. Mais il resta à la fenêtre jusqu'à ce que sa lumière s'éteigne, un peu après minuit. Et ce n'est qu'alors qu'il alla se coucher. Et il était conscient, en s'allongeant dans le noir, qu'il avait gardé une sorte de veille. Et qu'un homme ne veille pas sur un meuble, aussi utile soit-il. Et cette prise de conscience reposait, froide et inquiétante, dans sa poitrine, jusqu'à ce qu'enfin il s'endorme. Le matin, il était de nouveau lui-même, ou presque. Il avait retrouvé, au cours d'un petit déjeuner solitaire, la compétence plate et froide qui était son armure. Et il se dit que l'étrangeté de la nuit précédente n'avait été que l'étrangeté de tout grand changement, l'esprit déstabilisé par un nouveau fait dans la maison, et que cela passerait à mesure qu'il s'habituerait à sa présence. Il y croyait, pour la plupart. C'était un homme d'une grande maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi peut mener un homme très loin, même sur le mauvais chemin. Mais il ne savait pas, ce premier matin gris de sa vie conjugale, qu'il avait déjà commencé à perdre. Il pensait que le danger, s'il y en avait un, résidait dans une future violation du vœu, un franchissement délibéré de la ligne qu'il avait tracée. Il ne comprenait pas que le vœu avait déjà été violé aux petites heures du matin, à une fenêtre sombre.
Pas rien de plus que le tournant de ses pensées vers un rideau éclairé de l'autre côté d'une maison froide. Car l'amour ne naît pas d'une décision prise en pleine lumière. Il naît de 1000 petites redditions faites dans l'ombre, jamais avouées. Et un homme qui reste éveillé à regarder la fenêtre d'une autre a déjà commencé le long voyage de retour. Même s'il le niera pendant 1 an. Ce matin-là, il donna des ordres, brefs et clairs. La duchesse devait avoir tout ce dont elle avait besoin pour la gestion de la maison. Elle devait s'adresser à Madame Farrow en premier lieu, et à lui-même seulement pour les affaires d'une importance inhabituelle. Il traça les lignes de leur vie, séparées d'une main ferme. L'aile est pour elle, l'ouest et les salons d'apparat, et le domaine pour lui. La longue table entre eux au dîner, la galerie pour lui seul la nuit. Il construisit les murs du mariage avec soin, comme il construisait tout, et il en était satisfait. Et il ne vit pas, comment aurait-il pu voir, qu'il avait laissé au centre même de la forteresse une petite porte non défendue, la porte de sa propre curiosité à son sujet, qu'il avait ouverte lui-même à une fenêtre sombre la première nuit, et qu'il ne pouvait plus refermer, malgré tous ses efforts. Par cette petite porte, au cours des lents mois à venir, toute la chaleur du monde trouverait son chemin. Cette nuit-là, Alaric dîna seul, comme il avait dîné seul pendant 11 ans, à une extrémité de la longue table de la grande salle à manger, où 20 couverts auraient pu être dressés et où un seul l'était. Il avait fait dire par Deacon que la duchesse devrait dîner dans ses propres appartements ce premier soir, qu'elle devait être fatiguée du voyage et de la cérémonie, et qu'il la priait de se reposer. C'était assez vrai tout cela. C'était aussi la parole d'un lâche, et Alaric se savait lâche sur ce point précis, et avait fait la paix avec cela depuis longtemps. Il mangea peu. Ensuite, il prit son verre et se rendit, comme à son habitude, à la longue galerie du premier étage. Les fenêtres y donnaient sur le parc noir, l'eau ornementale gelée et la ligne lointaine des bois. C'est là qu'il venait la plupart des nuits pour parcourir la longueur de la galerie et penser, ou ne pas penser, jusqu'à ce qu'il soit assez fatigué pour dormir. Ce soir, la lune était levée, une pièce dure et brillante, derrière des lambeaux de nuages. Et la neige qui avait commencé au crépuscule tombait maintenant régulièrement, argentant les balustrades et les ifs de la terrasse en contrebas. Il pensa à sa femme seule dans l'aile est, à une centaine de mètres de couloir de pierre froide. La première nuit d'un mariage qu'il avait promis ne serait pas un mariage. Il se demanda si elle pleurait maintenant, là où personne ne pouvait la voir. Il se demanda si elle le maudissait. Il ne l'aurait pas blâmé. Pourtant, quand il essaya de l'imaginer en pleurs, il ne le put pas. L'image qui vint à la place fut celle de son menton se levant dans le grand hall, et sa voix sèche disant « Alors nous serons une amélioration ». Et il se surprit à presque sourire, seul dans la galerie sombre, ce qui ne lui était pas arrivé depuis plus longtemps qu'il ne voulait s'en souvenir. Il s'arrêta devant le portrait au fond de la galerie. Il s'arrêtait toujours là, bien qu'il se dise à chaque fois qu'il ne le ferait pas. Il était accroché un peu à l'écart des grandes toiles ancestrales. Un tableau plus petit dans un cadre plus simple. Il montrait une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux sombres rieurs, avec un ruban vert à son cou. Une femme surprise en plein tournant, comme si quelqu'un hors du cadre avait appelé son nom, et qu'elle s'était retournée pour répondre avec tout son visage joyeux. Elle est Lanar. Elle avait 23 ans quand le tableau a été peint, et 24 quand elle est morte. Et elle avait été la femme d'Alaric, pas la femme du monde. Sa première femme, que la moitié du comté avait oubliée, et l'autre moitié n'avait jamais connue, car ils s'étaient mariés discrètement et avaient vécu discrètement pendant les 2 brèves années qu'ils avaient eues, avant que la fièvre ne l'emporte un octobre pluvieux, et n'emporte 3 jours plus tard le fils qu'elle était morte pour lui donner. Alaric avait tenu ce fils pendant toute une après-midi. Il se souvenait de son poids, pas plus lourd qu'un pain, et du petit visage parfait et furieux, et de la façon dont la petite main avait agrippé son doigt avec une force qui semblait une promesse. Et puis les petites respirations étaient devenues de plus en plus lentes et s'étaient arrêtées. Et Alaric était resté assis à le tenir jusqu'à ce que l'infirmière vienne et le lui prenne doucement. Et quelque chose en Alaric s'était assis dans cette chaise et ne s'était jamais relevé. C'était il y a 11 ans. Il avait 25 ans. Il avait aimé son Lanar, de tout le cœur insouciant d'un jeune homme qui n'avait pas encore appris ce que le monde exige pour un tel amour. Et quand elle est morte, et que son fils est mort 3 jours après elle, Alaric avait fait un vœu. Debout devant la double tombe dans le cimetière, avec la pluie coulant froide dans son col,
Il avait juré qu'il ne mettrait plus jamais une femme qu'il aimait en danger. Il ne se marierait pas par amour. Il n'aurait pas d'enfant. Il ne se tiendrait pas une seconde fois devant une tombe qu'il avait creusée avec sa propre tendresse. Le foyer passerait au fils de Julian, et tant mieux, et le grand château froid aurait son duc, et plus jamais une femme qui pleurait par amour pour lui, ou un enfant qui mourait faute d'un père plus fort. Et le vœu avait été un mur, et derrière le mur, Alaric avait vécu 11 ans et était devenu très doué pour ne rien ressentir du tout. Marianne Ashworth était venue à lui, non pas comme une brèche dans ce mur, mais comme une pierre de plus. Il l'avait choisie précisément parce qu'elle ne pouvait pas le tenter de briser le vœu. Elle était ordinaire, avait passé sa jeunesse, était sensée et ne demanderait rien de son cœur. Il avait besoin d'une duchesse pour le bien de Volmy. Il avait dit la vérité à ce sujet. Il lui donnerait tous les honneurs et le confort, mais jamais son mari. Elle dirigerait sa maison, il serait en sécurité, et le vœu tiendrait. Cela avait semblé, quand il l'avait arrangé, une chose entièrement rationnelle, propre, froide et correcte. Il n'avait pas compté sur la façon dont elle disait « alors nous serons une amélioration ». Il n'avait pas compté sur elle du tout, en vérité, sauf comme une solution à une difficulté. Il leva les yeux vers le visage rieur d'Eleanor au clair de lune, et il sentit pour la première fois depuis très longtemps quelque chose qui n'était ni du chagrin, ni de l'engourdissement, mais une étrange et malvenue inquiétude, comme une surface calme qui s'agite. « Je t'ai gardé ma foi », dit-il au tableau. Il lui avait déjà parlé auparavant. Il n'avait jamais répondu, et il ne le fit pas maintenant. « Je n'ai pas oublié. Je n'oublierai jamais. » Mais la neige tombait, et le grand château était très silencieux. Et quelque part dans l'aile est, une lampe brûlait encore derrière une fenêtre à rideaux. Alaric se détourna du portrait, alla dans son propre lit froid, et resta longtemps éveillé, écoutant le vent. Les jours qui suivirent établirent le modèle qu'il avait prévu pour leur vie. Ils prenaient leur petit déjeuner séparément. À midi, si le temps le permettait, Alaric sortait à cheval sur le domaine avec Apprentice, le régisseur. Car il y avait toujours une question de drainage, de bois, ou une plainte de locataire qui nécessitait l'œil du duc lui-même. La duchesse restait à la maison, et on lui fit comprendre qu'elle devait s'occuper de sa nouvelle fonction. Il l'apprit non pas d'elle, car ils se rencontraient rarement sauf au dîner. Mais de Madame Farrow, dont le visage sinistre avait, à la fin de cette première semaine, acquis une expression qu'Alaric n'avait jamais vue. Une sorte d'émerveillement réticent, qui se dégelait. « Sa grâce a inspecté toute la lingerie, monseigneur », rapporta Madame Farrow, se tenant très droite dans son bureau. « Et l'office, et les comptes de l'office. Elle a découvert où allait le salaire de la deuxième femme de chambre depuis 2 ans, ce que je n'avais pas réussi à faire. Que Dieu me pardonne. Et elle s'est enquise de chaque âme dans la maison, monseigneur, jusqu'au cireur de bottes. Et elle sait maintenant lequel d'entre eux a une mère malade, lequel un père mort, et lequel une amoureuse au village. Je n'ai jamais vu chose pareille. »« Vraiment ?» dit Alaric. Il tourna une page du journal devant lui et ne laissa rien paraître sur son visage. Au dîner, elle s'asseyait au bout de la longue table. 7 mètres d'acajou poli entre eux. Et ils parlaient, quand ils parlaient, du domaine. C'était un terrain sûr, et elle était intelligente sur ce sujet. Et Alaric constata, avec une lassitude qu'il examina, et ne put tout à fait rejeter, qu'il commençait à attendre avec impatience cette heure de la journée. Elle avait une façon de poser la question exacte, qui éclaircissait une affaire qu'il avait jugée trop compliquée à expliquer. Elle avait des opinions sur l'école du village, qui n'avait plus de maître depuis la mort du vieux Weeks, et des opinions sur le toit, qui fuyait de la veuve Carthy, et des opinions livrées avec un visage parfaitement impassible sur l'état choquant du 3e meilleur service de table qu'elle proposait de remplacer. Et Alaric se rendit compte qu'il avait accepté avant même d'avoir tout à fait décidé de le faire. « Vous me menez, madame, » dit-il un soir, et il fut surpris d'entendre dans sa propre voix quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement. Marianne leva les yeux vers lui le long de la table, la lumière des bougies entre eux. « Je mène votre maison, monseigneur, » dit-elle. « Quant à vous, je n'oserais pas y toucher. » Et elle retourna à sa soupe. Et Alaric resta assis, avec sa propre soupe refroidissant devant lui, et ne la mangea pas, car il avait entendu très clairement la chose qu'elle n'avait pas dite. Et cela l'avait traversé comme la lumière de janvier, à travers le verre de la chapelle, fine, froide et vraie. Il n'alla pas la voir cette nuit-là, ni aucune autre nuit.
Il respecta l'accord, mais il se retrouva de plus en plus à arpenter la longue galerie, non pas pour penser à Eleanor, mais pour s'empêcher de penser à la femme au bout de sa table. Et c'était une chose nouvelle, et cela l'effrayait de la manière particulière dont un homme est effrayé qui a passé 11 ans en sécurité. Les premières semaines de ce mariage furent, pour Alaric, une étude d'une femme qu'il ne pouvait pas comprendre. Il s'était préparé à des larmes ou à des bouderies, ou au lent poison du reproche. Ou pire des possibilités qu'il avait envisagées, à la froideur pratiquée et scintillante d'une femme qui avait été snobée et qui comptait le lui faire payer dans la petite monnaie de la vie quotidienne. Il avait été lui-même souvent snobé dans sa jeunesse par un père qui ne pouvait lui pardonner de vivre alors que sa mère était morte en le mettant au monde. Et il connaissait toutes les cruautés silencieuses qu'une personne blessée peut pratiquer sur une maisonnée tout en gardant une courtoisie extérieure parfaite. Il les guettait chez Marianne. Elles ne vinrent pas. Ce qui vint à la place fut le travail, silencieux, constant et complet. Elle se levait tôt, plus tôt que lui. Il l'a pris par accident, en descendant un matin frais avant qu'il ne fasse tout à fait jour. Il trouva le grand hall déjà balayé, les feux tirant bien, et sa femme debout en robe grise simple au pied de l'escalier. Elle tenait un chandelier et le livre de la gouvernante ouvert dans ses mains. Elle passait en revue les achats du jour avec Madame Farrow, comme si elle avait été maîtresse de Volmy depuis 20 ans, et non depuis 20 jours. Elle ne le vit pas au début. Il se tenait dans l'ombre du grand paravent et la regardait. Il entendait la musique basse et régulière de sa voix. Non, nous ne prendrons plus le bœuf de Hartop. Son poids était insuffisant le trimestre dernier, et il pensait que personne ne prendrait la peine de vérifier. La veuve Selby au moulin a du bœuf aussi bon et des balances honnêtes, et elle a 3 petits et un mari mort de la carrière. Nous traiterons donc avec elle dorénavant, et nous serons mieux nourris pour cela. Ed Alaric, en écoutant, comprit que sa nouvelle duchesse avait appris en 3 semaines plus sur le véritable fonctionnement de son domaine et sur les vies qui y étaient liées, qu'il n'avait pris la peine d'apprendre en 36 ans de possession. Cette connaissance le fit un peu honte. Il n'était pas un mauvais propriétaire. Il était juste, pointilleux, équitable et totalement distant. Un homme qui voyait ses locataires comme des chiffres dans un registre et un devoir à accomplir, et qui ne s'était jamais, de sa vie, tenu sur le seuil d'une chaumière pour demander à une veuve comment elle allait. Marianne l'avait fait une 12aine de fois, avant que le gel ne quitte le sol. Elle ne lui faisait pas la morale à ce sujet, ne le lui reprochait pas, ni n'exhibait sa charité pour qu'il l'admire. Elle le faisait simplement, et le fait de le faire, se poursuivant tranquillement sous son propre toit jour après jour, était un sermon plus pénétrant que n'importe quel mot. Il se surprit, contre son habitude bien établie, à vouloir savoir ce qu'elle pensait. C'était nouveau, et il s'en méfiait. Pendant 11 ans, Alaric n'avait voulu connaître les pensées de personne d'autre que les siennes, et celles d'Apprentice, et seulement sur le prix du bois. Il rentrait d'une dure et froide chevauchée sur les fermes éloignées, avec une affaire en tête, une dispute entre 2 locataires pour un fossé de délimitation, un moulin qui avait besoin de nouvelles meules, un jeune pris pour braconnage que le magistrat déporterait si le duc n'intervenait pas. Je surprenais à formuler, sans sa permission, la pensée. Je lui demanderai au dîner ce qu'elle en pense. Et il demandait, et elle répondait. Et ses réponses étaient si exactement pertinentes, si exemptes de sentimentalisme et de cynisme, qu'il en vint à s'y fier avant même de s'en rendre compte. De la même manière qu'un homme en vient à s'appuyer sur un bâton qu'il n'avait d'abord pris que pour la forme. Le jeune braconnier fut peut-être le tournant. C'était un garçon de 15 ans, nommé Tom Redwing, pris avec un lièvre piégé dans les bois de Volmy. La loi était claire, et le magistrat, un voisin dur d'Alaric, un certain Sir Roderick Vane, voulait faire un exemple. Un garçon pouvait être pendu ou déporté pour moins que ça. Alaric avait le pouvoir de maintenir l'accusation ou de la laisser tomber. Et il avait été enclin, par longue habitude, à laisser la loi suivre son cours. Car un duc qui ferme les yeux sur le braconnage n'a bientôt plus de gibier et moins de respect. Il en parla au dîner, sans intention particulière, juste en repensant à la journée. Et Marianne posa sa cuillère et demanda tranquillement s'il savait pourquoi le garçon avait piégé le lièvre. « Parce que c'est un braconnier, dit Alaric. Comme son père l'était avant lui, je n'en doute pas. Son père est mort au printemps, dit Marianne.
de la maladie pulmonaire qu'il a attrapée en travaillant dans votre carrière, monseigneur, qui, si je comprends bien, est constamment humide dans la galerie inférieure, et ce depuis 5 ans. Il suffirait d'un drain que M. Apprentice a demandé 2 fois la permission de creuser, et qui a été refusé 2 fois car trop cher. Tom Redwing est l'aîné de 6 enfants. Sa mère fait des lessives, et ce n'est pas assez. Il a piégé le lièvre parce que ses petites sœurs avaient faim. Et il y a beaucoup de gibier dans vos bois, monseigneur. Et il a semblé à un garçon affamé de 15 ans que le duc de Vulma, qui a plus qu'il ne peut manger, ne remarquerait pas l'absence d'un lièvre. Et j'avoue, quand j'ai entendu cela, j'ai eu du mal à dire qu'il avait tort. La salle à manger était très silencieuse. Une bûche s'affaissa dans la grande cheminée. Vous voudriez que je laisse chaque garçon affamé du comté se servir dans mon gibier, dit Alaric. Non, monseigneur, dit Marianne, avec cette égalité de ton exaspérante. Je voudrais que vous fassiez creuser le drain dans la carrière pour que les hommes arrêtent d'en mourir. Et je voudrais que vous laissiez partir ce garçon avec une réprimande et une journée de travail dans les écuries à un salaire équitable. Et je voudrais que vous n'appreniez jamais, jusqu'à votre dernier jour, combien de garçons affamés n'ont jamais piégé de lièvre du tout, parce que leur duc avait veillé à ce que leur père vive. C'est ce que je voudrais, mais c'est votre gibier, vos bois et votre nom sur l'accusation. Et j'ai dit plus qu'une épouse de 3 semaines n'a le droit de dire. Et vous devez me pardonner, car j'ai été élevé dans des maisons où je n'avais le droit de rien dire du tout, et je n'ai pas encore appris à cesser de le faire ici. Elle reprit sa cuillère. La soupe est très bonne ce soir. Madame Farrow a pris le coup de main. Alaric laissa tomber l'accusation. Il mit le garçon au travail dans les écuries, où, comme par hasard, Tom Redwing se révéla avoir les mains les plus douces, avec un cheval nerveux que quiconque à Volmy n'avait jamais vu. Et c'est Tom qui, ce printemps-là, aida le premier Marianne avec le grand bail vicieux que personne d'autre ne pouvait toucher. Et à eux deux, ils transformèrent l'animal. Et Alaric regarda cela se produire et ne dit rien. Mais il fit creuser le drain dans la carrière. Et il ne dit pas à sa femme qu'il l'avait fait, et elle ne lui dit pas qu'elle le savait. Et ce fut la première bonté secrète de leur mariage, et aucun d'eux n'en parla jamais, ce qui est la meilleure façon de garder les bontés. Le dégel, quand il vint comme les dégels, pas tout d'un coup, mais par de petits ruissellements secrets sous la glace. Cela commença avec l'école. Marianne vint le voir un après-midi gris dans son bureau, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle se tint sur le seuil jusqu'à ce qu'il l'invite à entrer. Puis elle lui présenta un plan pour la réouverture de l'école du village. Si complète et si exact, le salaire du maître, le charbon, les abécédaires, la fille aînée de la veuve Carty, pour apprendre aux petits leurs lettres pour 1 shilling par semaine. Alaric ne put y trouver aucune faille et aucune raison de refuser, sauf la seule raison qu'il ne nomma pas. C'est qu'il s'était tellement habitué à une maison où rien ne changeait que tout changement ressemblait à une porte s'ouvrant sur le froid. « Vous avez pensé à tout, dit-il. J'ai eu beaucoup de pratique, monseigneur, à penser à tout pour les maisons des autres, répondit-elle sans amertume. Seulement la simple vérité. Et quelque chose en Alaric se retourna. Il l'avait choisie parce qu'elle n'attendait rien pour elle-même. Il ne lui était pas venu à l'esprit de se demander ce que cela lui avait coûté, toutes ces années, de ne rien attendre. Faites-le, dit-il. L'école, faites tout. Et Marianne. C'était la première fois qu'il utilisait son nom. Il la vit s'immobiliser au son de celui-ci. Pour tout ce que vous voudriez d'autre, les toits, le service, quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de venir à moi chaque fois comme une suppliante. Vous êtes la duchesse de Vulma. Ordonnez-le. Elle le regarda un moment avec ses yeux gris et stables. Il pensa qu'elle le remercierait et se prépara au remerciement qu'il ne voulait pas. Mais elle ne le remercia pas. Au lieu de cela, elle dit tranquillement « Vous n'êtes pas aussi froid que vous souhaitez qu'on le pense, monseigneur », et sortit avant qu'il ne puisse répondre. Et Alaric resta longtemps assis à son bureau avec le plan de l'école devant lui, et n'en lut pas un mot. Cela commença avec l'école, puis ce fut le cheval. Il y avait un jeune chasseur dans les écuries de Volmy, un bey de grande lignée et sans manière. Il avait désarçonné 2 palefreniers et avait été considéré comme vicieux et confiné à son box. Dans un autre mois, il aurait été vendu ou abattu. Alaric, rentrant de la cour un matin glacial, trouva sa duchesse dans l'écurie, dans le box avec la brute, sans aucun palefrenier près d'elle, et la porte fermée. Elle se tenait très immobile, le dos contre la mangeoire,
tandis que le grand bey tournait autour d'elle, les oreilles plaquées et l'œil roulant blanc. Son cœur s'arrêta dans sa poitrine. Il ne cria pas. Il eut assez d'esprit pour cela. Un cri aurait fait sursauter l'animal. Mais il s'approcha de la porte, doucement et silencieusement, et dit son nom une fois. Elle tourna la tête d'un pouce à peine et dit d'une voix aussi plate que l'eau calme. « N'entrez pas, monseigneur. Il est en train de décider. » Alaric se tint à la porte, la main sur le loquet, chaque muscle tendu pour bondir. Il regarda sa femme affronter un cheval qui avait cassé le bras d'un homme, et il regarda le cheval décider. Les oreilles du bey se redressèrent peu à peu. Il étendit son cou vers elle, reniflant. Elle ne bougea pas, ne tendit pas la main, ne respira même pas bruyamment. Et après un long moment, le grand nez doux vint se poser contre son épaule. Elle leva une main, lente comme l'aiguille des heures d'une horloge, et la posa à plat sur sa joue. Et le cheval soupira longuement et s'immobilisa. « Ils ont renoncé à lui, dit-elle, sans quitter l'animal des yeux. Ils ont décidé qu'il était méchant. Et bien sûr, il est devenu méchant, puisqu'il ne lui restait rien d'autre. Il n'est pas vicieux, monseigneur. Il est seulement très seul et très effrayé, et personne n'a pris la peine de savoir lequel des deux. » Elle caressa la joue du bey. C'est étonnant ce qu'une créature peut faire quand quelqu'un prend enfin la peine. Alaric se tenait à la demi-porte de l'écurie et comprit qu'elle ne parlait pas seulement du cheval, et qu'elle savait qu'il le comprenait, et qu'elle n'avait pas voulu qu'il pense qu'elle ne parlait que du cheval. Il ne savait pas quoi dire. Il était duc et assez éloquent quand l'éloquence était une armure. Et il constata qu'il n'avait aucune armure pour cela. « Vous auriez pu être tué, dit-il enfin, et entendit avec horreur la rudesse de sa propre voix. Marianne le regarda, par-dessus le cou du cheval. Et quelque chose bougea sur son long visage ordinaire, une lueur de surprise, comme si elle ne s'était pas attendue à ce qu'il se soucie de sa vie, et le fait qu'elle soit surprise frappa Alaric plus durement que la peur ne l'avait fait. Il lui avait dit qu'elle passerait sa nuit de noces seule. Il lui avait dit qu'il avait besoin d'une duchesse et non d'une épouse. Il lui avait construit une vie de tout confort et sans chaleur, et elle l'avait accepté avec un courage sec qu'il avait pris, et que Dieu lui pardonne, pour de l'indifférence. Alors que pendant tout ce temps, elle avait été une créature exactement comme le cheval. Abandonnée, jugée, et faisant de cela son foyer parce qu'il ne lui restait rien d'autre. « Vous vous souciez donc, dit-elle. Ce n'était pas tout à fait une question, c'était plus proche de l'étonnement. Votre sécurité est ma préoccupation, bien sûr. » Se retira-t-il dans la forme froide et sûre. « Monseigneur, dit-elle, et se retourna vers le cheval. Et Alaric ne put dire, à la posture de ses épaules, s'il l'avait blessée ou si elle l'avait simplement, doucement, laissé garder son mensonge. Il lui donna le cheval ce soir-là au dîner, à 7 mètres d'acajou de distance. « Sabra, dit-il, le bey. Mon père ne l'appelait rien, car il ne s'en souciait jamais. Vous feriez mieux de le nommer, puisqu'il est à vous maintenant. » Elle leva les yeux, et il y avait une légèreté sur son visage qu'il n'avait pas vue. « À moi, monseigneur, il ne souffrira aucune autre main. Vous l'avez fait vôtre. Nommez-le. » Marianne réfléchit, tournant lentement son verre par la tige. « Confiance, dit-elle enfin. Je l'appellerai Confiance, car c'est la chose qu'il avait perdue, et la chose qu'il a trouvée. Et c'est bien plus difficile à reconstruire qu'un toit. »« C'est vrai, dit Alaric, et il regarda sa femme le long de la table. Et quelque chose dans la grande salle à manger froide de Volmy fut ce soir-là un tout petit peu moins froid. Et il n'arpenta pas la galerie cette nuit-là. Il alla plutôt à la bibliothèque, prit un livre qu'il n'avait pas ouvert depuis 11 ans et le lut près du feu jusqu'à très tard. Et il ne pensa pas une seule fois au cimetière. Et quand enfin il monta l'escalier vers son lit solitaire, la pensée qui l'accompagna dans les marches de pierre froide n'était pas celle des morts, mais celle d'une femme vivante aux yeux gris et stables, qui avait dit à un cheval brisé « C'est étonnant ce qu'une créature peut faire quand quelqu'un prend enfin la peine. » Le printemps arriva tard à Volmy, comme toujours. La neige restait grise dans les creux orientés au nord jusqu'en avril. Mais il arriva, et avec lui un changement dans la maison qu'Alaric sentit avant de pouvoir le nommer, de la même manière qu'un homme sent le changement de temps dans une vieille blessure. Les grandes pièces froides, une par une, se réchauffèrent. Pas par leur feu, les feux avaient toujours brûlé, mais d'une autre manière, une manière qui avait à voir avec des fleurs fraîches dans le salon bleu où aucune fleur n'avait été placée depuis 11 ans. Et avec le son,
étonnant et inhabituel, d'une femme de chambre riant quelque part dans un couloir, sans être réprimandée pour cela, et avec la cloche de l'école, qui sonnait maintenant chaque matin à travers le parc depuis le village, fine et claire, et avec le toit de la veuve Carthy réparé, et avec 60 serviteurs qui avaient circulé dans la maison comme des fantômes gris pendant une décennie et qui y circulaient maintenant comme des personnes, parce que leur nouvelle maîtresse connaissait leurs noms et leurs problèmes, et avait, sans chichi ni discours, simplement commencé à prendre la peine. Alaric regarda cela se produire, et se dit qu'il le regardait comme un duc regarde la bonne gestion de son domaine, mais il n'était pas un homme qui se mentait bien à lui-même, et il sut, au moment où les premières hirondelles revinrent aux avant-toits de Volmy, qu'il avait commencé à aimer sa femme, et qu'il avait très peur. Il y eut une nuit en avril où le dégel entre eux prit une forme qu'Alaric n'avait pas prévue, et cela l'effraya plus que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire, car cela se présenta comme une soirée ordinaire. La journée avait été dure. Un mur s'était effondré à la ferme du domaine, et un homme avait été blessé en dessous, pas mortellement mais gravement. Alaric était allé chercher le chirurgien lui-même, sous une pluie battante. Il était resté sous la pluie, pendant que la jambe de l'homme était remise en place, que sa femme pleurait et que les enfants regardaient. Il était rentré trempé, gris et plus vieux que son âge. Il était allé à la bibliothèque sans dîner et s'était assis devant le feu avec un verre qu'il ne buvait pas. Il avait laissé la vieille grisaille s'abattre sur lui, comme elle le faisait avant Marianne. Le sentiment plat et froid que tout effort était futile à la fin. Les hommes étaient blessés, les hommes mouraient, et un duc, malgré tous ses hectares, ne pouvait rien y faire. Marianne le trouva là vers minuit. Elle ne frappa pas. Elle avait appris lesquels de ces silences signifiaient « laisse-moi » et lesquels signifiaient, bien qu'il ne le dirait jamais, « ne me laisse pas ». Elle lut celui-ci correctement. Elle entra avec une bougie, la posa et le regarda un moment. Puis, sans un mot, elle alla tirer une chaise de l'autre côté du feu, s'y assit, prit une simple couture du panier qu'elle portait et commença à coudre tranquillement, sans rien dire du tout. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde pour la duchesse de Vulma de veiller après minuit, raccommodant la chemise d'un serviteur à côté du silence de son mari. Alaric la regarda par-dessus le feu. L'aiguille entrait et sortait, attrapant la lumière. La pluie coulait sur les fenêtres noires, et lentement, sans qu'il sache tout à fait comment, le poids gris se leva de lui. Non pas parce que quelque chose avait été dit, mais parce qu'elle était là, chaude, réelle et sans hâte, remplissant la pièce froide simplement par sa présence, ne demandant rien, n'attendant rien, Louis tenant seulement compagnie dans le noir, comme personne ne lui avait tenu compagnie depuis qu'il était enfant. « Vous n'avez pas besoin de veiller, dit-il enfin, rudement, parce que la tendresse de la situation était plus qu'il ne pouvait supporter en silence. « Je sais, dit Marianne, sans bouger, et fit un autre point. L'homme se remettra. Rennick dit que la jambe se ressoudra. J'en suis heureux. Il a une bonne femme. Elle le soignera bien. Vous la connaissez? C'était la fille de Selby au moulin. J'ai été la marraine de son plus jeune à Pâques. Vous étiez aux assises. Elle coupa son fil. Je ne pensais pas que cela vous dérangerait. Alaric ne savait pas que sa femme avait été la marraine du petit-fils d'un meunier. Il ne savait pas 100 choses sur la vie qu'elle avait tissée, fil par fil silencieux, à travers tout le tissu de son domaine, pendant qu'il le parcourait à cheval, voyant des chiffres dans un registre. Il regarda sa tête penchée à la lumière du feu, les mèches de cheveux bruns qui s'échappaient, la bouche large et simple, les mains stables et habiles, et il sentit quelque chose bouger en lui, qui n'était pas le poids gris, ni la vieille peur, mais une troisième chose. Chaude et périlleuse, qu'il avait ressentie exactement une fois auparavant dans sa vie, il y a longtemps, devant un cimetière sous la pluie, et qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir. « Marianne, dit-il. » Elle leva les yeux. Il ne savait pas ce qu'il avait voulu dire. Il s'était levé, constata-t-il, sans en avoir décidé. Il avait traversé la moitié de l'espace entre leurs chaises, et elle le regardait à la lumière du feu, ses yeux gris devenus très immobiles, et il vit en eux qu'elle savait ce qu'il avait traversé la pièce pour faire avant qu'il ne le sache lui-même, et qu'elle n'avait pas peur, et qu'elle ne bougerait ni vers lui, ni loin de lui, mais attendrait seulement et le laisserait choisir, parce qu'elle avait appris à une dure école à ne jamais tendre la main vers ce qui pourrait être repris. Et c'est cela, son immobilité, sa terrible et patiente dignité,
Le fait qu'elle ne lèverait même pas le menton pour lui faciliter la tâche, parce qu'on lui avait appris qu'elle n'avait pas le droit de demander. C'est cela qui l'arrêta. Car s'il traversait le reste de cette pièce et faisait la chose vers laquelle tout son cœur tendait, il briserait le vœu. Et pire, il le briserait dans un moment de faiblesse, par solitude, par gratitude et par la chaleur d'un feu. Et elle méritait mieux que d'être saisie comme un réconfort dans le noir par un homme qui lui avait dit le jour de son mariage qu'elle dormirait seule. Elle méritait d'être choisie en pleine lumière, librement ou pas du tout. Il s'arrêta. Il resta un long moment, le cœur battant comme un marteau. Puis il dit très bas, « Merci d'être resté avec moi », se retourna, sortit et la laissa près du feu avec sa couture sur ses genoux et ses mains immobiles. En montant l'escalier froid, il n'entendit aucun son derrière lui. Elle ne pleura pas. Elle ne pleurait jamais là où il pouvait l'entendre. Mais il resta éveillé le reste de cette nuit, sachant qu'il l'avait de nouveau blessée, en essayant même de bien faire. Et il comprit pour la première fois la véritable cruauté de son vœu, qu'il ne l'affamait pas seulement lui, il l'affamait elle aussi, que chaque jour où il restait fidèle aux morts, il trahissait la femme vivante qui n'avait rien demandé et à qui on avait donné un mariage qui était une porte verrouillée. Il resta dans le noir et pensa pour la première fois, non pas puis-je tenir ce vœu, mais dois-je le faire? Et c'est le dois-je qui le défie à la fin, lentement, au cours des semaines qui suivirent, de la même manière que l'eau use la pierre. Il se retira après cette nuit, comme on l'a dit. Il devint bref avec elle, dîna hors de la maison, fuit les pièces où elle entrait et se dit que c'était pour son bien. Mais la vérité sous la peur était le dois-je qui travaillait en lui, et il ne pouvait pas le faire taire. Et ce fut Julian, insouciant et généreux Julian, qui le mit enfin en mots qu'Alaric ne put contredire une nuit d'avril devant la carafe, et mit en mouvement toute la lente ruine du mur. Il avait peur parce qu'il connaissait la forme de ce qui lui arrivait, l'ayant vécu une fois auparavant, et il savait où cela se terminait. Cela se terminait dans un cimetière, avec la pluie coulant froide dans le col d'un homme. Il avait fait un vœu contre cela, debout devant cette tombe, et le vœu l'avait gardé entier pendant 11 ans. Et maintenant, une femme ordinaire à la bouche large et aux yeux stables le défaisait, un fil à la fois, sans, croyait-il, même le vouloir. Et Alaric ne savait pas comment l'arrêter, ni s'il le souhaitait, et le fait de ne pas savoir était un tourment qu'il se croyait avoir dépassé depuis longtemps. Alors il fit ce que fait un homme effrayé. Il se retira. Il commença à trouver des raisons de dîner hors de la maison, ou de faire dîner Apprentice avec lui. Et les affaires du domaine s'interposaient entre eux comme un bouclier. Il répondait brièvement à sa femme lorsqu'elle parlait de toute affaire qui n'était pas professionnelle. Quand elle entrait dans une pièce où il était assis, il trouvait le plus souvent une raison d'avoir des affaires ailleurs. Et il voyait le petit choc en elle à chaque fois, l'immobilité momentanée avant qu'elle ne se reprenne et continue. Et il se détestait pour cela, et le refaisait le lendemain. Il se disait que c'était de la gentillesse. Il se disait qu'elle s'était mariée pour une place de duchesse, et non pour le cœur d'un mari. Qu'il ne lui avait rien promis, et ne lui devait rien au-delà de l'honneur et du confort. Et que la laisser voir qu'il avait commencé à ressentir des choses ne ferait que troubler une paix qu'elle avait trouvée. Il se disait beaucoup de choses, en arpentant la longue galerie la nuit. Et sous tout cela, indicible, se trouvait la vérité. C'est qu'il avait peur de l'aimer, parce qu'il avait peur qu'elle en meure, comme Eleanor en était morte. Et il ne pourrait pas survivre en se tenant devant une deuxième tombe. Marianne supporta le retrait avec le même courage sec qu'elle supportait tout. Elle ne le lui reprocha pas. Elle ne pleura pas. Ou s'il elle pleura, il ne le vit jamais. Elle devint seulement un peu plus silencieuse, cessa de venir dans son bureau, et se mit à se promener seule le matin avec le grand Bay, confiance, la suivant en liberté dans le parc comme un chien. Et Alaric, regardant depuis la fenêtre de la galerie, les voyait s'éloigner le long de la longue avenue dans la faible lumière du printemps, la silhouette grise et simple, et le grand cheval que personne d'autre ne pouvait toucher. Et il sentait son cœur le quitter pour la suivre à travers l'herbe mouillée. Et il se détournait de la fenêtre et retournait à sa vie froide et correcte. C'est au milieu de ce retrait que son cousin Julian vint à Volmy. Julian Voulma était l'héritier d'Alaric, le fils du frère de son père. Un homme lisse et beau de 30 ans, avec beaucoup de charme et très peu de fortune, qui vivait de son esprit à Londres,
et venait à Volmy peut-être 2 fois par an pour rappeler agréablement au duc sa propre existence et ses attentes. Son fils, le garçon qui serait un jour duc, était à l'école. Julian vint seul, et vint cet avril avec un but qu'Alaric fut lent à déceler, étant très occupé par la ruine de sa propre paix. Julian fut tout en chaleur avec la nouvelle duchesse. Il était à ses côtés au dîner, s'étant arrangé pour cela. Il loua les fleurs dans le salon bleu et l'école réparée. Et il la fit parler de ses plans pour le domaine avec une attention flatteuse et soutenue qu'Alaric, à la tête de la table, observait avec une chaleur lentement naissante et totalement inconnue. Il se dit que ce n'était rien. Julian était charmant avec toutes les femmes. C'était son métier. Marianne lui répondait avec son bon sens grave habituel et pas plus de chaleur que la courtoisie ne l'exigeait. Pourtant, Alaric constata qu'il ne pouvait pas quitter des yeux les deux, le beau cousin se penchant vers sa femme et la femme tournant son long visage clair vers le haut pour répondre. Et il trouva que la viande avait un goût de cendre dans sa bouche. « Votre duchesse, » dit Julian plus tard, quand les deux hommes s'assirent seuls avec la carafe et que Marianne s'était retirée, « est une femme des plus remarquables, cousin. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Quand la nouvelle est arrivée que vous vous étiez marié, et marié si discrètement, et marié à une dame, pardonnez-moi, sans fortune ni famille particulière, toute la ville a supposé que vous aviez perdu la tête ou qu'il y avait un scandale là-dessous. » Il sourit par-dessus son verre. « Je vois maintenant qu'il n'y avait ni l'un ni l'autre. Elles vaut 10 des demoiselles peintes qu'on vous a présentées ces 10 dernières années. Vous êtes un homme chanceux, Alaric. J'espère que vous le savez. »« Je le sais, » dit Alaric, à voix basse. « Vraiment ?» Julian tourna son verre à la lumière de la bougie, et son visage lisse était pensif. « Pardonnez-moi, cousin. Nous ne sommes pas intimes, vous et moi, et je n'ai aucun droit. Mais je dirai ceci, et ensuite je me tairai. Cette dame vénère cette maison, et chaque âme qui s'y trouve. Et je pense qu'elle vénérerait l'homme qui lui a donné les deux, s'il la laissait faire. Je l'ai observée ces 2 jours. Elle vous regarde, Alaric, quand vous ne regardez pas, avec une expression pour laquelle je donnerais toute ma vie sans valeur pour qu'une femme me regarde ainsi. Et vous, vous regardez votre assiette. » Il posa son verre. « Je ne sais pas quelle blessure vous portez. Je sais seulement que vous la portez depuis El-Elanar. Et je l'honore, cousin, vraiment. Mais un homme peut honorer les morts si longtemps et si durement qu'il enterre les vivants à leur côté. C'est tout. J'ai dit ce que j'avais à dire. Remplissez mon verre. » Alaric remplit le verre de son cousin et le sien, et ne parla pas, parce qu'il ne le pouvait pas. Parce que Julian, l'insouciant, le charmant, l'intéressé Julian, qui avait toutes les raisons de souhaiter le mariage froid et sans enfant, et toutes les raisons de garder vives les attentes de son héritier, lui avait dit la seule chose vraie, et il l'avait dite contre son propre intérêt. C'était une générosité qu'Alaric n'avait pas attendue et ne savait pas comment y répondre. Cette nuit-là, il n'arpenta pas la galerie. Il resta longtemps à la porte de l'aile est, dans le couloir de pierre froide, devant la porte des appartements qu'il avait donnés à sa femme le jour de leur mariage et où il n'était jamais entré depuis. Il pouvait voir la ligne de lumière de la lampe sous la porte. Elle était éveillée. Il leva la main pour frapper et resta ainsi, la main levée, pendant l'espace de 100 lents battements de cœur. Et il ne frappa pas, parce que derrière sa main se trouvait le visage rieur d'El-Elanar et le petit poids d'un fils, pas plus lourd qu'un pain. Elle appuie dans le cimetière et le veut. Il baissa la main. Il retourna dans le couloir froid vers sa propre chambre froide et ne dormit pas du tout. Le matin, Julian était parti avant qu'Alaric ne descende, n'ayant laissé, à sa manière charmante et insouciante, qu'un mot de remerciement. Et Alaric, sortant aux écuries dans la lumière grise du petit matin parce qu'il ne pouvait pas supporter la maison, trouva sa femme déjà là, dans le box avec le grand bey, sa joue posée contre le cou de l'animal. Elle ne l'entendit pas venir, et il se tint à la demi-porte et l'entendit parler doucement au cheval, se croyant seul. « Il ne veut pas de moi, confiance, dit-elle. Je le savais quand je suis venu. Il me l'a dit clairement, et j'étais contente de la clarté, car j'en ai eu assez d'espérer. Je ne suis pas venu ici pour être désiré. Je suis venu pour être utile, et je suis utile, et c'est assez pour une femme comme moi. C'est plus qu'une femme comme moi n'avait le droit d'espérer. » Sa voix ne se brisa pas. C'était le pire. Elle était parfaitement stable, la voix d'une femme longtemps habituée à supporter ce qui ne pouvait être changé. « C'est seulement certaines nuits que je souhaite qu'il me regarde une fois
comme si j'étais une personne, et non un meuble qu'il a acheté pour la maison. C'est tout. C'est une petite chose à souhaiter. Et je vais arrêter de le souhaiter tout de suite. Et toi et moi, nous aurons notre promenade, et je ne serai plus aussi sotte. Et elle leva la tête, se retourna, et vit le duc de Vulma debout à la demi-porte de l'écurie, et devint blanche comme un linge. Alaric n'avait pas dormi la nuit précédente. Il s'était tenu à la porte de l'écurie et avait entendu sa femme parler au cheval. Il avait arpenté la longue galerie à la place, de long en large, passant devant les visages morts de ses ancêtres. Et il avait lutté dans l'obscurité froide avec la chose que Julian avait libérée en lui. Elle vous regarde, cousin, quand vous ne regardez pas, avec une expression pour laquelle je donnerais toute ma vie sans valeur pour qu'une femme me regarde ainsi. Et vous regardez votre assiette. Il s'était dit que ce n'était pas vrai. Il s'était dit que Julian était un flatteur et un intrigant dont l'intérêt était de déstabiliser le mariage. Qu'un homme qui risquait de perdre ses attentes d'héritier par toute chaleur entre le duc et la duchesse avait toutes les raisons de planter la graine de cela, et aucune d'être crue. Mais même en formulant l'argument, Alaric connaissait sa fausseté, car c'était précisément contre l'intérêt de Julian que Julian avait parlé. Un intrigant qui souhaitait le mariage froid aurait versé du poison, pas des conseils. Et Julian lui avait donné des conseils librement, contre lui-même. Et il n'y a pas de signe plus sûr de vérité qu'un homme parlant contre son propre avantage. Et sous l'argument, sans réponse possible, se trouvait le souvenir des 2 soirées passées. Quand Julian s'était penché, souriant, vers Marianne à la table du dîner, et qu'elle avait tourné son long visage clair vers le haut pour lui répondre. Et Alaric avait senti, montant en lui, chaud, soudain et honteux, une chose qu'il n'avait pas ressentie depuis 11 ans, et qu'il se croyait avoir dépassée pour toujours, la jalousie. La jalousie humaine, simple et laide. La jalousie d'un homme pour sa propre femme. Qu'un homme n'a aucune raison de ressentir s'il ne l'aime pas, et toutes les raisons de ressentir s'il l'aime. Il s'était assis à la tête de sa propre table et avait regardé son cousin charmer sa femme. Et il avait voulu, avec une violence qui l'avait effrayé, se lever et se mettre entre eux. Et il n'avait pas pu manger. Et il était monté à la galerie ensuite, et s'était tenu devant le portrait d'Eleanor, et avait constaté pour la première fois en 11 ans qu'il ne pouvait pas invoquer son visage pour le réconforter, car un autre visage ne cessait de s'interposer. Un visage vivant plus ordinaire, avec des yeux gris et stables. C'était la vérité que Julian l'avait forcé à voir, et elle ne voulait pas être réprimée. Il n'aimait pas sa femme parce qu'il l'avait décidé. Il ne l'avait pas décidé. Il avait décidé, avec toute la force de sa volonté et 11 ans de pratique, précisément le contraire. Et pourtant, il l'aimait. Le fait était là, en lui, immuable comme la maison. Et aucun vœu, aucune peur, aucune discipline d'une décennie ne pouvait le déplacer. Et la découverte que sa volonté de faire était impuissante contre cela le terrifiait plus que n'importe quel chagrin. Car s'il ne pouvait pas choisir de ne pas l'aimer, alors il ne pouvait pas la garder en sécurité. C'était la logique noire qui l'accompagnait de long en large dans la galerie aux heures froides. Le vœu avait été sa forteresse, et le vœu était tombé. Non pas sous l'assaut d'un ennemi, mais de l'intérieur, tranquillement, pendant qu'il dormait. Et il s'était réveillé pour trouver les murs déjà abattus, et lui-même debout, exposé en plein champ. Là où le chagrin pouvait l'atteindre exactement comme il l'avait atteint auparavant. Exactement comme il avait juré qu'il ne le devrait plus jamais. Il regarda le portrait d'Eleanor, la jeune fille rieuse au ruban vert, et il pensa « Je t'ai aimée, et tu es morte, et cela m'a presque détruit, et j'ai juré que je ne me tiendrai plus jamais aussi exposé. Que maintenant, je suis plus exposé que jamais, et à une femme de 27 ans qui a passé l'âge facile et qui portera tout le poids de Volmy sur elle. Et le monde est plein de fièvre et d'accouchements, et des 1000 morts qui prennent ceux que nous aimons. Il avait laissé faire. Il avait fait venir une femme dans sa maison pour être en sécurité avec elle, et au lieu de cela, il avait appris à l'aimer, et maintenant, il avait tout à perdre à nouveau. Et la perte, quand elle viendrait, car elle viendrait, toutes les choses sont perdues à la fin, achèverait ce que la mort d'Eleanor avait commencé. Elle tuerait ce qui restait de lui. Alors il fit la seule chose que sa peur pouvait imaginer. Il résolut, en arpentant la galerie dans le noir, de se retirer, d'être à nouveau froid, d'affamer la chose avant qu'elle ne devienne insupportable, de redevenir le duc distant et correct, qui ne ressentait rien.
et de garder sa femme à l'autre bout de la longue table où elle ne pourrait pas l'atteindre et où il ne pourrait pas la perdre, ou ne perdre que la duchesse et non la femme, seulement l'élément utile du domaine, et non la totalité de son cœur ouvert. C'était, se dit-il, une bonté pour eux deux. Il lui épargnerait le fardeau d'un amour qu'il ne pouvait supporter de ressentir, et s'épargnerait la tombe devant laquelle il ne pouvait supporter de se tenir. Et ils continueraient comme ils avaient commencé, corrects, séparés et en sécurité. Il croyait, en arpentant de long en large sous les visages des morts, qu'il avait raisonné son chemin vers la sagesse. Il n'avait raisonné son chemin que vers la plus vieille lâcheté du monde, habillée comme elle l'est toujours du sobre manteau de la prudence. Et il ne le savait pas encore, et ne le saurait pas avant qu'une femme ordinaire parlant à un cheval, se croyant seule, ne lui montre le véritable coût de sa prudence, qui n'était pas payé par lui du tout, mais par elle, tranquillement, chaque jour, dans une monnaie de petits espoirs abandonnés, un par un. Vers l'aube, il cessa de faire les 100 pas et se tint à la haute fenêtre de la galerie. Il regarda la lumière froide se lever, grise, sur le parc. Sa résolution était prise. Il descendrait, serait le duc, mettrait la distance entre eux et s'y tiendrait, quoi qu'il en coûte, pour leur bien à tous les deux. Il descendit enfin, les yeux rouges, sinistres, et la volonté de faire. Il sortit aux écuries dans la lumière crue du petit matin, parce qu'il ne pouvait pas encore supporter la maison et le risque de la rencontrer au petit déjeuner, avec sa nouvelle résolution encore fragile en lui. Et là, dans l'écurie grise, dans le box avec le grand bec vicieux que personne d'autre ne pouvait toucher, il trouva sa femme, la joue posée contre le cou de l'animal. Elle ne l'entendit pas venir. Et il se tint à la demi-porte, sa forteresse froide fraîchement construite, et l'entendit dire doucement au cheval, se croyant seul, qu'elle n'était pas venue à Volmy pour être désirée, et que c'était assez d'être utile, et qu'elle souhaitait seulement, certaines nuits, qu'il la regarde une fois comme si elle était une personne, et non un meuble qu'il avait acheté pour la maison. Et toute la forteresse froide, qu'il avait mis la nuit à construire, s'effondra en un seul instant, et ne fut jamais reconstruite. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le grand bey, sentant le changement dans l'air, s'agita et souffla. « Monseigneur !» dit enfin Marianne, et sa voix avait perdu sa stabilité maintenant. Et Alaric constata que de toutes les choses qu'il l'avait entendu dire, ce petit monseigneur instable le bouleversait le plus. « Vous n'étiez pas censé entendre cela. C'était une sottise. N'y prêtez aucune attention. Je vous en prie. Sortez du box, dit-il. Il ne faisait pas confiance à sa propre voix pour plus. Elle sortit, ferma la demi-porte, et se tint devant lui dans la lumière grise de l'écurie, le menton levé et les yeux brillants. Ses mains étaient fermement jointes devant elle pour les empêcher de trembler, et Alaric la regarda vraiment, comme elle l'avait accusé 1 an auparavant de ne jamais le faire. Et il vit tout. Il vit la femme qui avait été passée de maison en maison, utile et non désirée, toute sa vie. Il vit le courage qu'il lui avait fallu pour monter les marches de Volmy entre les rangs d'étrangers, le menton levé. Il vit ce que cela lui avait coûté chaque jour de cette année, d'entendre qu'elle passerait sa nuit de noces seule, et de ne faire aucune plainte, d'être approchée, puis repoussée, d'aimer un homme qui avait construit un mur contre elle et l'avait appelée gentillesse. Il vit qu'elle n'avait rien demandé de toute sa vie, parce qu'on lui avait appris qu'une femme comme elle n'avait pas le droit de demander, et que même maintenant, blessée au cœur, elle essayait de lui épargner le trouble de sa blessure. « J'ai été un lâche, dit-il. » Elle cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. « Pas de la manière que vous pensez, » continua-t-il. Les mots sortaient difficilement, car il avait gardé le silence pendant 11 ans, et le silence était devenu la pierre même de son être. « Vous pensez que je ne veux pas de vous, Marianne. Vous avez tort. J'ai voulu. Il s'arrêta. Il était duc, maître de 800 ans et de 40 000 acres, et il se tenait dans sa propre écurie et ne pouvait pas commander une seule phrase simple. Il prit une profonde inspiration. « Venez avec moi. Il y a quelque chose que vous devez voir, que j'aurais dû vous montrer il y a 1 an, et que je n'ai pas fait, parce que je suis un lâche, comme je l'ai dit. Venez. » Il la conduisit dans la maison, monta le grand escalier, le long du couloir du premier étage, jusqu'à la longue galerie. Elle le suivit sans un mot. Il l'emmena au fond,
où le plus petit portrait était accroché un peu à l'écart dans son cadre plus simple. La jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux sombres rieurs, avec un ruban vert à son cou, surprise pour toujours en plein tournant. Marianne leva les yeux vers le tableau. Elle était très silencieuse. Elle avait vécu 1 an à Volmy, avait parcouru cette galerie 100 fois et n'avait jamais demandé qui était ce visage. Et Alaric comprit maintenant, avec une nouvelle douleur, qu'elle n'avait pas demandé, parce qu'elle s'était disciplinée à ne rien vouloir, à ne se mêler de rien, à ne pas être un problème. Son nom était Eleanor, dit Alaric. Elle était ma femme. Il vit le petit mouvement dans la gorge de Marianne, mais elle ne dit rien, attendant seulement avec la terrible dignité patiente qui était toute sa personne. Nous nous sommes mariés il y a 11 ans, discrètement, car nous étions jeunes et ne souhaitions pas le bruit du monde. Je l'aimais. Il dut s'arrêter et continuer. Je l'aimais de tout mon être, comme on aime à 25 ans, croyant que le monde ne peut pas toucher une chose si brillante. Elle portait notre enfant. En octobre de notre 2e année, la fièvre est arrivée dans le comté. Elle l'a emporté en 4 jours. Et 3 jours après elle a emporté notre fils, que j'avais tenu une après-midi, vivant, dans ses 2 mains. Il regarda ses mains comme si elles étaient celles d'un étranger. Je les ai enterrées ensemble. Je me suis tenu devant la tombe sous la pluie et j'ai fait un vœu, Marianne. J'ai juré que je n'aimerais plus jamais une femme, ni n'aurais d'enfant, et que je ne me tiendrai donc plus jamais là où je me suis tenu ce jour-là. Le foyer irait au fils de Julian. J'aurais ma grande maison froide, et plus jamais une femme à pleurer, ni un fils à enterrer. Et j'ai tenu ce vœu pendant 11 ans. C'était la seule chose qui me gardait entier. Les yeux de Marianne s'étaient remplis de larmes. Elle ne les laissa pas couler. « Et vous m'avez épousé, dit-elle très bas, parce que je ne pouvais pas vous tenter de le briser, parce que j'étais ordinaire, que j'avais passé ma jeunesse, et que je ne demanderais rien de votre cœur. » Oui, dit Alaric, il n'y avait aucune bonté dans un mensonge maintenant, et il ne lui en offrirait pas un. Que Dieu me pardonne. C'est pourquoi je vous ai choisi. Je me suis dit que j'avais besoin d'une duchesse, et que je pouvais en prendre une qui ne me toucherait jamais. Je me croyais en sécurité. Il la regarda, et ses propres yeux n'étaient pas secs, et il s'en moquait. Je n'étais pas en sécurité. Je n'ai pas été en sécurité depuis le matin où vous avez dit à mes ancêtres que nous serions une amélioration. Vous avez défait en 1 an ce que j'ai construit en 11, Marianne. Et vous l'avez fait sans essayer, seulement en étant ce que vous êtes. Et je me suis retiré de vous, non pas parce que je ne veux pas de vous, mais parce que je vous veux tellement que j'ai peur. J'ai peur de vous aimer et de vous perdre, et de me tenir une 3e fois devant une tombe. C'est toute la laide vérité. Je vous ai blessé pour me protéger d'une blessure. Il n'y a pas de lâcheté plus mesquine que cela, et je l'ai commise chaque jour pendant 1 an, et j'ai honte. La galerie était très silencieuse. Quelque part en bas dans la maison, une porte se ferma, petite et lointaine. La jeune fille rieuse et peinte les regardait tous les deux. Mary-Ann resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, ce n'était pas ce à quoi il s'était préparé. Elle ne pleura pas, ne le lui reprocha pas, ne tomba pas dans ses bras. Elle se détourna du portrait et le regarda avec ses yeux gris et stables, devenus doux maintenant. Et elle dit, « Merci de me l'avoir dit. Cela vous a beaucoup coûté, je le sais, et je suis heureuse de le savoir, car je me croyais indigne d'être aimée, et c'est une meilleure chose d'être crainte comme un danger que d'être rejetée comme un rien. » Un son s'échappa d'Alaric, à moitié un rire, à moitié quelque chose sans nom. Mais écoutez-moi maintenant, Alaric. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom, et cela le traversa comme une lumière. Vous avez aimé votre Eleanor, et elle méritait cet amour. Je peux le voir sur le tableau, et vous ne devez jamais, jamais arrêter. Je ne voudrais pas que vous arrêtiez. Il y a de la place en vous pour elle, et je ne serai pas jalouse d'une fille au ruban vert qui est au cimetière depuis 11 ans. Je suis trop vieille et trop sensée pour cela. Et d'ailleurs, c'est un cœur mesquin et petit qui ne peut supporter que les morts soient aimés. Elle prit une profonde inspiration. Mais vous avez tort sur une chose, et je dois le dire clairement, car vous avez été clair avec moi. Vous pensez que si vous n'aimez personne, vous ne pouvez pas perdre. Vous vous trompez. Vous avez perdu, Alaric. Vous avez perdu 11 ans. Vous avez perdu chaque joie ordinaire qu'un homme vivant aurait pu avoir. Une maison chaude, une compagne à votre table, une main dans la vôtre près du feu, quelqu'un pour vieillir à vos côtés. Vous vous êtes enterré avec eux dans ce cimetière, et vous êtes mort depuis 11 ans,
et vous avez appelé cela la sécurité. Ce n'est pas un vœu tenu, c'est une vie jetée après eux dans la tombe. Et ils ne vous en remercieraient pas. Aucune femme qui vous a aimé ne vous en remercierait. Je ne vous en remercie pas. Et je vous aime, Alaric. Que Dieu m'aide. Je vous aime depuis le cheval. Alaric se tenait dans la longue galerie de ses ancêtres et ne pouvait pas parler. Il avait vécu 11 ans derrière un mur, et le mur ne tomba pas tant qu'il ne cessa simplement d'être, de la même manière qu'une ombre cesse d'exister quand le soleil contourne un coin. Et il se retrouva, à 36 ans, à pleurer ouvertement pour la première fois depuis qu'il était enfant. Et non pas pour les morts, mais pour les années vivantes qu'il avait jetées. Et pour la femme simple et courageuse qui se tenait devant lui, qui avait tout nommé sans pitié et sans cruauté, ce qui, il le voyait maintenant, étaient deux choses différentes. « Je ne sais pas comment recommencer, dit-il. J'ai oublié, j'ai peur d'avoir oublié comment. » « Vous n'avez pas oublié, dit Marianne. Vous avez seulement arrêté. C'est étonnant ce qu'une créature peut faire quand quelqu'un prend enfin la peine. » Et elle lui sourit, les yeux humides, utilisant la sagesse de son propre cheval contre lui. Et Alaric traversa l'espace entre eux, prit ses mains simples, froides et travailleuses, dans les siennes, les leva, et pressa son front contre elle. Et il resta ainsi un très long moment à la lumière des hautes fenêtres de la galerie. Tandis qu'en bas, la grande maison de Volmy continuait de se réchauffer. Et le visage peint d'Eleanor les regardait, non pas avec reproche, mais, lui sembla-t-il, avec quelque chose de très semblable à une bénédiction. Le comté ne renonça pas facilement à son opinion sur le mariage. Et il revint à Alaric, à la fin de ce printemps, d'apprendre combien sa femme avait supporté sans un mot, et combien peu il s'était soucié de la protéger. Tout culmina chez Lady Wenmore, à la grande réception qu'elle donnait chaque mai à Cold Harbour. C'était le premier événement de quelque importance auquel le duc et la duchesse de Woolma assistaient ensemble. Alaric n'était pas sorti en société depuis 11 ans. Il y alla maintenant parce que Marianne le souhaitait, ou plutôt parce qu'il avait commencé à comprendre qu'une duchesse ne devait pas être cachée, que la garder à la maison était en soi une sorte d'affront, une porte verrouillée de plus, et il en avait fini de verrouiller des portes sur elle. Alors il la fit habiller. Elle protesta contre la dépense, et il passa outre, la seule fois où il l'avait jamais fait, et en tira un plaisir féroce et privé. Et il l'amena dans les grandes salles flamboyantes de Cold Harbour à son bras, et il regarda le comté se retourner pour les voir. Il avait oublié ce que c'était que d'être regardé. Alors il avait oublié le murmure qui courait le long des bords d'une pièce, les éventails levés, les têtes inclinées. Il l'entendit maintenant, et comprit avec une chaleur lentement montante que ce n'était pas pour lui, c'était pour elle. La parente pauvre et ordinaire que le grand-duc avait épousée pour Dieu sait quelle folle raison. Cette personne sans fortune et sans famille, et avec un visage, disait-il derrière leurs éventails, qu'un homme plus simple aurait regardé à 2 fois. Il entendit une femme le dire, une femme belle et scintillante, une certaine Madame Fairley, qui avait elle-même jeté son dévolu sur Alaric des années auparavant et ne lui avait jamais pardonné de ne pas l'avoir vu. Elle le dit à voix basse à un groupe de dames rieuses, juste au moment où Marianne passait à portée de voix. On se demande à quoi il a bien pu penser. Elle n'est même pas jolie. Je suppose que quand un homme a désespéré d'être un jour aimé pour lui-même, il prend ce qui sera reconnaissant. Alaric sentit la main de Marianne se crisper une seule fois sur sa manche, puis se stabiliser. Elle avait entendu. Bien sûr qu'elle avait entendu. C'était fait pour être entendu. Et elle continua à marcher, le menton levé, les couleurs hautes et les yeux brillants, et ne dit rien du tout. Et Alaric comprit à ce moment-là qu'elle avait traversé 1000 salles de ce genre dans sa vie, utiles et non désirées, et qu'elle avait été l'objet de 1000 murmures de ce genre, et qu'elle avait appris à les porter comme elle portait tout, en silence, seule, parce qu'il n'y avait jamais eu personne pour les porter pour elle. Il y en avait un maintenant. Il ne fit pas de scène. Un duc qui fait une scène ne fait qu'attiser le feu. Il fit quelque chose de pire pour ses ennemis et de mieux pour sa femme. Il rendit impossible, pendant toute cette longue soirée, à une seule âme à Cold Harbour, de douter de l'endroit où se trouvait son cœur. Il ne la quitta pas d'un pouce. Il l'amena au plus haut personnage de la salle et la nomma « ma femme, la duchesse », avec un poids tranquille sur les mots, qui arrêta les murmures dans la gorge. Quand il y eut de la danse, il la mena lui-même, bien qu'il n'eût pas dansé depuis 11 ans
et qu'il fut raide. Et il se moquait d'être raide, car il vit l'étonnement parcourir la pièce. Le duc froid de Vulma dansait, et dansait avec sa femme ordinaire, et la regardait en le faisant comme s'il n'y avait aucune autre femme en Angleterre. Et quand Madame Fairley, toute scintillante et malicieuse, réussit enfin à être présentée à la duchesse, et dit, douce comme du poison, qu'elle désirait depuis si longtemps rencontrer la dame qui avait enfin fait fondre la glace de Volmy, et comment diable avait-elle réussi? Alaric répondit avant Marianne, d'une voix assez forte pour être entendue. « Elle a réussi, madame, dit-il, en étant la seule personne de ma connaissance qui ait jamais pris la peine de regarder au-delà de ce que je possède pour voir ce que j'étais. C'est un don rare. Je ne m'étonne pas que vous le trouviez peu familier. » Le silence qui suivit fut très complet. Le sourire de Madame Fairley se figea sur son visage, et Marianne, à ses côtés, prit une petite inspiration, et Alaric sentit sa main sur sa manche changer, non plus se crisper, mais se reposer, facile et chaude, comme une main se repose sur une chose en laquelle elle a confiance. Et il pensa qu'il se souviendrait de ce petit changement de pression jusqu'à la fin de sa vie, le moment où sa femme s'appuya pour la première fois sur lui et le trouva solide. Ils rentrèrent chez eux dans l'obscurité douce de mai, dans la calèche fermée, et pendant un long moment, aucun ne parla. Puis Marianne dit, depuis l'obscurité, d'une voix pas tout à fait stable, « Vous n'auriez pas dû faire ça. J'y suis habitué. Cela ne me blesse plus comme avant. »« Cela me blesse, moi, » dit Alaric. « C'est assez. Vous ne vous êtes jamais soucié avant de ce que le comté disait de vous. Je n'ai jamais eu auparavant quelque chose qu'il pouvait m'enlever. Maintenant, si. » Il la regarda à travers la calèche sombre, seulement le flou pâle de son visage et l'éclat de ses yeux. Qu'ils murmurent ce qu'ils veulent de moi. Ils ont murmuré ces 11 dernières années, et je suis plus endurci pour cela. Mais ils ne murmureront pas de vous en ma présence, Marianne. Pas tant que je vivrai, car vous êtes la duchesse de Vulma, et plus que cela, vous êtes... Il s'arrêta. Le mot était là. Il ne l'avait pas dit. Il l'avait montré dans la galerie, en prenant sa main près du feu, en la nommant ce soir devant le comté. Mais il n'avait pas dit le mot. Et il constata maintenant, dans la boîte sombre et sûre de la calèche, qu'il ne pouvait pas passer une heure de plus sans le dire. « Vous êtes ma femme, » dit-il, à voix basse, dans tous les sens qu'un homme donne à ce mot. J'ai été un imbécile et un lâche, et j'en ai gâché une année. Et je passerai le reste de ma vie à rattraper cette année. Mais je ne passerai pas un jour de plus à vous laisser croire que vous êtes moins pour moi que la totalité de mon cœur. Car vous ne l'êtes pas. Vous êtes tout mon cœur, Marianne. Que Dieu m'aide, je vous aime. Je l'ai dit maintenant. Je vous aime, et je n'ai pas peur de le dire. J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas de ça. Plus maintenant. Il entendit son souffle se couper dans le noir. Puis il la sentit bouger à travers la calèche qui se balançait, et sa main trouvait son visage. Et elle posa son front contre le sien, comme elle l'avait fait dans la galerie. Et ils restèrent ainsi, front touchant, mains jointes, dans la douce obscurité, avec les chevaux trottant régulièrement sur la route de Volmy. Et plus aucun mot n'était nécessaire, car ils avaient chacun, enfin, après une longue famine, assez. Ce jour-là, ils ne se précipitèrent pas vers ce qui s'était ouvert entre eux. Ce n'était pas leur manière, ni à l'un ni à l'autre. Ils avaient tous deux appris la patience à une dure école, et ils n'étaient plus jeunes. Mais quelque chose avait changé dans l'air même de leur foyer, et tout le monde dans la maison le sentit, bien que personne n'aurait pu dire ce que c'était. Ce soir-là, le duc ne dîna pas à la tête de la longue table, avec 7 mètres d'acajou entre lui et sa femme. Il fit mettre une place à sa droite, près d'elle, et il vint dîner dans un simple manteau sombre, sans armure d'affaires autour de lui. Et ils parlèrent de l'école, oui, et des toits, mais aussi d'autres choses. Des livres qu'ils avaient chacun aimés dans leur enfance, de la jeunesse d'Alaric dans la grande maison froide, et du père de Marianne avant sa ruine. Un homme gentil et insensé, qui l'avait aimé, et ne lui avait laissé que l'habitude d'être courageuse. Ils parlèrent jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. Et Deacon, entrant enfin pour voir si leur grâce avait besoin de quelque chose d'autre, trouva le duc de Vulma appuyé sur son coude à la table du dîner, riant de quelque chose que sa duchesse avait dit. Et il sortit très doucement et dit à Madame Farrow, dans le couloir qu'il avait servi dans la maison pendant 40 ans et n'avait jamais pensé voir ce jour. Alaric n'alla pas à sa porte cette nuit-là, ni la suivante. Il apprenait comme un homme apprend à utiliser un membre longtemps inutilisé,
et il ne voulait pas trébucher. Mais il marchait avec elle chaque matin maintenant dans le parc. Lui, Marianne et le grand bey Confiance, flânant en liberté derrière. Et chaque soir, il s'asseyait avec elle, près du feu, dans le salon bleu, au milieu des fleurs fraîches. Et une nuit, tout à fait naturellement, comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde, et non un miracle attendu depuis 11 ans, il tendit la main à travers le petit espace entre leurs chaises et prit la sienne. Et elle le laissa faire. Et ils restèrent ainsi un long moment à la lumière du feu, sans rien dire du tout. Et c'était assez. C'était plus qu'assez. C'était tout. Le printemps se transforma en été. Le comté, qui avait beaucoup bavardé lorsque le duc de Vulma avait épousé sa parente pauvre et ordinaire, recommença à bavarder sur un ton différent. Car la nouvelle se répandit, comme les nouvelles le font, que le duc froid n'était plus froid, qu'on l'avait vu sourire, que la grande maison fermée était grande ouverte, qu'il y aurait une fête d'été à Volmy pour les locataires, comme on n'en avait pas vu de mémoire d'homme. Les invitations qu'Alaric aurait autrefois brûlées sans les lire, il les acceptait maintenant, sur l'insistance douce de sa femme, et la société, qu'il avait considérée comme un reclus maussade, découvrit avec délice que le duc de Vulma dégelé était un homme qui valait la peine d'être connu, et que sa duchesse, aussi ordinaire soit-elle, avait un esprit, une chaleur et une façon de faire en sorte que chaque âme dans une pièce se sente vraiment vue, ce qui était une beauté plus rare que n'importe quelle demoiselle peinte, et bien plus durable. Mais le passé n'est pas si facilement enterré que les vivants l'espèrent, et le cimetière ne rend pas ses morts sans lutte. Et c'est dans la plénitude de ce premier été chaud de leur bonheur que la vieille blessure se réveilla pour être enfin affrontée. Cela arriva comme de telles choses arrivent, sans avertissement, par un après-midi doré ordinaire. Marianne avait été malade certains matins, une chose qu'elle avait minimisée, prétextant la chaleur. Ed Alaric, qui avait appris cette année à l'observer, comme il s'était autrefois discipliné à ne rien observer, avait vu la pâleur qu'elle cachait, et la façon dont elle pressait une main sur son côté et disait que ce n'était rien. Seulement la chaleur, seulement son âge. Peut-être qu'elle n'était plus si jeune. Il avait fait venir le médecin contre son gré, et le vieux docteur Rennick était venu et reparti. Et maintenant, Alaric se tenait dans le salon bleu et entendait la chose qui arrêta son cœur dans sa poitrine, aussi sûrement que la vue d'elle dans le box du cheval l'avait fait 1 an auparavant. « Votre grâce doit être félicitée », dit le docteur Rennick, rayonnant, en fermant sa sacoche. « Il n'y a rien qui cloche avec la duchesse que 7 mois, et un peu de soin ne remédieront très heureusement. Sa grâce est enceinte. » Le sol du monde s'effondra sous les pieds d'Alaric de Vulma. Il entendit la voix du docteur continuer, quelques banalités joyeuses sur la joie que cela apporterait à la maison, sur la force de la constitution de la duchesse, sur le fait que sa grâce, bien que n'étant plus dans la première fleur de sa jeunesse, était une femme en bonne santé, et qu'il y avait toutes les raisons d'être confiant. Ed Alaric n'entendit rien de tout cela, car il se tenait sous la pluie dans le cimetière, 11 ans auparavant, avec le froid coulant dans son col, tenant un fils pas plus lourd qu'un pain, regardant les petites respirations devenir de plus en plus lentes et s'arrêter. Le vœu se réveilla en lui, le vieux mur noir pas tombé après tout, mais seulement enterré, et il remonta en rugissant à travers le sol chaud de l'été de son bonheur, avec une force qui lui coupa le souffle. Il avait fait la seule chose qu'il avait juré sur ses morts de ne jamais faire. Il avait aimé une femme et fait un enfant, et maintenant, elle en mourrait, comme Eleanor en était morte, et l'enfant mourrait, et il se tiendrait une 3e fois devant une tombe, et cette fois, ce serait la tombe de la femme qui l'avait ramené à la vie, et cela tuerait ce qui restait de lui pour de bon. Il ne se souvint pas d'avoir congédié le docteur. Il se retrouva quelque temps plus tard dans la longue galerie, devant le portrait d'Eleanor, tremblant, la main pressée contre le lambris froid. Et c'est là que Marianne le trouva. Elle vint à lui tranquillement, comme elle était venue au cheval. Elle avait entendu la nouvelle. Elle l'avait su avant que le docteur ne le dise, comme les femmes le savent. Et Alaric vit sur son visage qu'elle n'avait pas peur, qu'elle avait toutes les raisons de craindre, ayant 27 ans et ayant passé l'âge facile, et ayant vu le destin de sa première femme écrit dans ses yeux. Elle n'avait pas peur du tout, ou avait choisi de ne pas l'être, ce qui est une chose plus courageuse. « Alaric, dit-elle doucement. « Je ne peux pas, dit-il. » Il pouvait à peine parler. « Marianne, je ne peux pas. Je te l'ai dit. Je t'ai dit pourquoi je t'ai choisi.
que ce ne serait jamais, qu'il n'y aurait pas de « je t'ai tué », me comprends-tu? J'ai fait la chose que j'ai juré de ne jamais faire. Je t'ai aimé, et maintenant, il ne put finir. Il tourna son visage vers le mur. « Regarde-moi, dit-elle. » Il ne voulut pas. « Alaric, regarde-moi. » Et il y avait un tel commandement tranquille dans sa voix, le même commandement immobile qu'elle avait utilisé sur un cheval qui avait cassé le bras d'un homme, qu'il se tourna et la regarda. Et elle prit son visage ravagé entre ses deux mains simples, le tint et le força à la voir, vivante, chaude et stable devant lui, dans la lumière de l'été. « Je ne suis pas Eleanor, dit-elle. Et ce n'est pas cet octobre-là. Tu ne l'as pas tué, mon amour. La fièvre l'a tué, la fièvre qui a emporté la moitié du comté cette année-là. Et ce n'était pas de ta faute, et ce n'était pas une punition. Et ce n'était pas envoyé pour t'apprendre que l'amour est un crime à payer en tombe. C'était seulement le monde, qui est cruel et aveugle, et prend les jeunes, et épargne les vieux, sans aucune raison. Et il pourrait me prendre, je ne te mentirai pas, car nous nous sommes promis de ne jamais mentir. Il le pourrait. Les femmes meurent de cela, mais les femmes en vivent aussi, bien plus qu'elles n'en meurent. Et je suis forte. Rennick le dit. Et j'ai voulu un enfant toute ma vie stérile et utile. Et je ne me suis jamais permis d'en espérer un. Et je n'ai pas peur, Alaric. Et je ne te laisserai pas avoir assez peur pour nous deux, et appeler cela de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est seulement la peur portant le manteau de l'amour. Et j'en ai eu une année, et je n'en aurai pas 7 mois de plus. Alaric s'agrippa à ses poignets, comme un homme qui se noie s'agrippe à ce qui flotte. Si tu me perds, alors tu m'auras eu, dit-elle férocement. Tu auras eu ces mois, et cet enfant, et chaque joie ordinaire que tu as jetée dans la tombe il y a 11 ans, et que je t'ai persuadé de rassembler à nouveau. Préférerais-tu ne jamais les avoir eus pour être épargné de la perte? Le préférerais-tu vraiment? Ses yeux gris flamboyaient. Moi non. On ne m'a rien donné de toute ma vie, Alaric. Rien. Et puis on m'a donné toi, et cette maison, et ces gens, et maintenant cette chose étonnante. Et je ne la rejetterai pas, parce qu'elle pourrait être reprise. C'est le marché du lâche, et tu le sais. Et tu en as fini avec la lâcheté. Tu me l'as dit toi-même dans l'écurie. N'ose pas la reprendre maintenant, quand j'ai le plus besoin de ton courage. Et le duc de Vulma, qui avait eu peur pendant 11 ans, regarda le visage intrépide de sa femme simple et courageuse. Et il fit, debout là dans la galerie sous la bénédiction des morts, un second vœu pour répondre au premier. Un vœu non pas contre l'amour cette fois, mais pour lui. Qu'il ne passerait pas ces mois, quel que soit le nombre que le monde leur accorderait, dans la crainte. Qu'il l'aimerait ouvertement et joyeusement chaque jour qu'elle lui serait donnée. Qu'il n'enterrerait pas les vivants par peur de la tombe. C'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, bien plus difficile que le premier vœu. Car le premier ne lui avait coûté que son cœur. Et celui-ci lui coûtait sa peur, qu'il avait portée si longtemps qu'elle était devenue l'homme lui-même. Alors je n'aurai pas peur, dit-il. Et il sut que c'était un mensonge, et il sut qu'elle le savait. Et il sut que cela n'avait pas d'importance, car il essaierait. Et l'essai était le vœu. Je n'aurai pas? J'essaierai de ne pas avoir peur. Et si j'échoue, tu prendras la peine avec moi, comme tu l'as fait avec le cheval. Chaque jour, dit Marianne, et elle abaissa sa tête et embrassa son front, là où vivait la peur. Et Alaric ferma les yeux et se laissa, pour un instant, être simplement et entièrement heureux. Ce qu'il ne s'était pas permis de toute sa vie d'adulte, et qui ressemblait, que Dieu l'aide, à la première vraie respiration qu'un homme prend en sortant des profondeurs. Le véritable mariage du duc et de la duchesse de Vulma commença comme leur faux mariage avait commencé, au mois d'un grand changement de saison. Mais cette fois, c'était le passage du printemps à l'été, de la chaleur à plus de chaleur, et non du froid au froid. Alaric découvrit qu'il avait beaucoup à apprendre, et qu'il était, à 36 ans, un élève lent et maladroit de la joie ordinaire. Il avait oublié comment être heureux. Il s'en était déshabitué, comme un homme se déshabitue d'une boiterie. Les muscles de la joie s'étaient atrophiés, et il devait les reconstruire à partir de rien. Marianne fut patiente avec lui. Elle fut patiente, comme elle l'avait été avec le cheval. Ne le pressant jamais, ne lui reprochant jamais, simplement en étant là, chaude et stable, et en le laissant venir à elle à son propre rythme, de sorte que chaque petit pas vers la lumière était le sien, et ne pouvait être repris. Il apprit à prendre sa main sans raison.
C'était plus difficile qu'il n'y paraît pour un homme qui n'avait touché personne depuis 11 ans. Les 12 premières fois, sa propre main lui semblait celle d'un étranger. Mais elle ne manquait jamais de fermer ses doigts autour des siens, facile et heureuse. Et au milieu de l'été, c'était devenu la chose la plus naturelle du monde, si bien qu'il se surprenait à ce que sa main soit allée vers la sienne, à travers l'espace entre leurs chaises, avant qu'il n'ait pensé à l'envoyer. Il apprit à parler, non pas du domaine. Ils avaient toujours parlé de cela. Mais de lui-même, du moi enfoui. Le garçon qui avait grandi sans mère et non désiré dans la grande maison froide, blâmé par son père pour une mort qu'il n'avait causée qu'en naissant. Le jeune homme qui avait trouvé en Eleanor la première chaleur de sa vie et l'avait perdue en un seul octobre noir. L'homme qui s'était emmuré vivant pendant 11 ans et avait appelé la tombe une forteresse. Il raconta à Marianne des choses qu'il n'avait jamais dites à une âme vivante. Assis tard dans le salon bleu, avec le crépuscule d'été entrant lentement par les hautes fenêtres. Et elle écoutait, comme elle faisait tout, entièrement. Elle posait la seule question qui ouvrait la porte suivante. Et ne lui dit jamais qu'il était sot d'avoir ressenti ce qu'il avait ressenti. Et ne le laissa jamais croire qu'il était indigne d'être aimé, ce qui était le mensonge que toute sa vie lui avait enseigné. Et il apprit enfin à l'entendre, car elle avait aussi un moi enfoui, découvrit-il. Et on ne lui avait jamais posé de questions à ce sujet. Personne n'avait jamais voulu savoir ce que Marianne Ashworth ressentait pendant toutes ces années utiles et non désirées. Elle avait été celle qui demandait, qui soignait, qui s'occupait des autres, et avait été elle-même aussi invisible qu'une vitre. Alaric se mit à la voir. Il apprit qu'elle avait voulu, enfant, élever des abeilles, et que la ruine de son père avait mis fin à cela, avec tout le reste. Et il fit installer 30 ruches cet été-là, au pied du jardin clos, et ne dit rien, et la laissa les trouver. Et l'expression sur son visage quand elle les trouva valait plus pour lui que toute l'admiration de Cold Harbor. Il apprit qu'elle n'avait jamais eu de sa vie une chose qui lui appartenait vraiment, que chaque robe qu'elle avait portée avait été un vêtement de seconde main d'une cousine, et que chaque chambre où elle avait dormi était la chambre d'amis d'une autre femme, et il comprit enfin pourquoi elle avait fait si farouchement de cette maison, qui n'était pas la sienne, un foyer. Et il se mit tranquillement, jour après jour, à lui donner la chose qu'elle n'avait jamais eue. Ce n'était pas des bijoux ou des robes, bien qu'il lui en donnât aussi, et appréciait qu'elle le gronde pour cela. Mais la certitude profonde et tacite d'être désiré, d'être la première pensée, et non l'après-coup, d'être, pour une fois dans une longue vie affamée, celle qui était vue. C'est en donnant cela, plus qu'en une seule soirée, qu'Alaric trouva sa propre guérison, car il découvrit, et ce fut la grande découverte secrète de cet été, la chose qui fit enfin, et pour toujours, tomber les pierres perdues du vœu. Qu'un homme ne peut pas faire en sorte qu'une autre personne se sente désirée, sans, ce faisant, cesser d'avoir peur. La peur est un repli sur soi. L'amour est un tournant vers l'extérieur. Et un homme ne peut pas faire les deux à la fois. Chaque heure qu'il passait à veiller au bonheur de Marianne était une heure qu'il ne passait pas dans la crainte de le perdre. Et il constata que la crainte, privée de son attention, s'amincissait. Et que la joie, nourrie quotidiennement, se renforçait. Jusqu'à ce qu'un matin de juillet, Alaric se réveille tôt dans la grande maison, reste immobile et fasse le point sur lui-même, comme c'était son habitude. Et il constata, avec un choc comme de l'eau froide, qu'il était heureux. Entièrement et simplement heureux. Sans autre raison que le fait que sa femme dormait au chaud quelque part sous le même toit et lui sourirait au petit déjeuner. Et qu'il n'avait pas, en se réveillant, pensé au cimetière. Il se leva et alla à la fenêtre. Le parc était vert et or dans la lumière du petit matin. Le long de la grande avenue, bien qu'il fût à peine 6 heures, il pouvait voir une petite silhouette marcher. Une silhouette grise et simple, avec un grand cheval bai, marchant en liberté et doucement à son épaule. Sorti pour sa promenade matinale, avant que la chaleur n'arrive. Marianne, sa femme. Il la regarda s'éloigner, et il ne sentit pas la vieille attraction de la peur la suivre à travers l'herbe. Il ne sentit que de la joie, propre et complète, et une grande tendresse. Et en dessous, profonde et silencieuse, l'envie de descendre et de marcher à ses côtés. Alors il le fit. Il s'habilla, descendit et sortit dans la matinée humide. Il les rattrapa au tournant de l'avenue. Et Marianne se retourna à son pas et sourit sans surprise, comme si elle avait su qu'il viendrait, et lui tendit la main. Et le grand cheval souffla doucement sur lui et lui permit pour la première fois
de poser une main sur son cou. Ayant décidé, à la manière lente et grave de son espèce, que cet homme aussi pouvait enfin être digne de confiance. Et tous les trois continuèrent à marcher ensemble dans la matinée d'été. L'homme, la femme et le cheval que personne n'avait voulu. Tous transformés, tous ramenés du froid. Et Alaric pensa, avec une plénitude proche de la douleur, qu'il avait passé 11 ans à croire qu'aimer, c'était se mettre sur le chemin du chagrin, et qu'il avait fallu une femme ordinaire et un cheval brisé pour lui apprendre la chose la plus vraie, qu'aimer était le seul remède à cela. Il ne savait pas, ce matin doré, que la fièvre couvait déjà dans les marais, et que le vieux chagrin se lèverait une fois de plus pour tester tout ce qu'il avait appris. Mais quand il viendrait, il ne serait pas l'homme qu'il aurait trouvé 1 an auparavant. Il était un homme qui avait appris à marcher dans la lumière, à prendre la peine et à désirer. Il aurait besoin de chaque parcelle de cela, dans le noir octobre à venir, pour rester enfin fidèle au vivant. Il y eut une soirée qu'Alaric garda à part dans sa mémoire pour toujours, au-dessus de toutes les soirées dorées de cet été, comme un homme garde une seule pierre parfaite. C'était le milieu de l'été, et la fête des locataires avait eu lieu cet après-midi-là dans le grand parc. La première à Volmy de mémoire d'homme, et elle s'était déroulée au-delà de tout espoir. Les longues tables à tréteaux sous les ormes, les enfants qui couraient, les personnes âgées sorties pour s'asseoir à l'ombre. La grande maison se dressant bienveillante au-dessus de tout cela, avec ses portes grandes ouvertes. Marianne avait été partout, se souvenant de chaque nom, se penchant vers chaque enfant. Et Alaric l'avait regardé depuis la terrasse, et avait été plus fier qu'il n'aurait cru qu'un homme puisse l'être. Maintenant, les tables étaient débarrassées, les locataires rentraient chez eux contents. La longue lumière déclinait, dorée, derrière les bois de l'Ouest. Et le duc et la duchesse de Volmy étaient assis seuls ensemble sur les marches de pierre de la terrasse, comme 2 jeunes gens, et pas du tout comme un duc et sa dame. Et ils regardaient les martinets tournoyer et crier autour des cheminées contre le ciel qui s'assombrissait. « Tu as fait ça, » dit Alaric. « Tout ça. Cette maison était une tombe quand tu es arrivé. Maintenant, regarde-la. »« Nous l'avons fait, » dit Marianne. « J'ai seulement ouvert les portes. Tu as creusé le drain, réparé les toits, laissé le garçon partir. Et 100 autres choses que tu penses que je n'ai jamais apprises. » Elle appuya son épaule contre la sienne, facile et chaude dans la lumière déclinante. « Tu n'as jamais été froid, Alaric. Tout était seulement gelé. Il y a une grande différence. Une chose froide est froide jusqu'au cœur. Une chose gelée attend seulement le printemps. » Alaric passa son bras autour des épaules de sa femme, là, dans la dernière lumière du milieu de l'été, et la serra contre lui. Et elle vint sans hésitation et posa sa tête sur sa poitrine. Et ils restèrent ainsi un long moment, sans rien dire. Et les martinets tournoyaient et criaient, et les premières étoiles apparurent, une par une, au-dessus du parc, qui s'assombrissait. Et Alaric pensa que s'il avait su, debout sous la pluie devant cette double tombe 11 ans auparavant, qu'un homme pouvait ressentir cela à nouveau, ce contentement simple, insupportable et ordinaire, une tête chaude sur sa poitrine, et l'obscurité de l'été descendant doucement sur une maison pleine de lumière, il aurait peut-être supporté le chagrin plus doucement. Sachant que ce n'était pas la fin de tout, seulement un long et dur hiver avant un printemps inattendu. « Je suis heureux, » dit-il enfin, à voix basse, au-delà de toute expression, de t'avoir dit que tu passerais cette première nuit seule. Il la sentit s'immobiliser contre lui, puis sentit la petite secousse de son rire silencieux. « C'est une chose étrange dont il faut être heureux, monseigneur. Pas si étrange. Si j'étais venu à toi cette nuit-là par devoir, par solitude ou par le désir froid et correct d'un héritier, je t'aurais fait un tort irréparable, et nous ne serions jamais arrivés à cela. Quoi qu'il y ait eu de faux dans ce début, cela au moins était honnête. Je ne voulais pas te prendre avant de pouvoir te prendre librement, en pleine lumière, avec tout mon cœur. Je n'aurais pas pu le dire alors. Je ne le savais pas alors, mais c'était vrai. Et cela nous a tous deux sauvés d'un mensonge. Et de cela, de la manière la plus étrange qui soit, est né ceci. » Il pressa ses lèvres sur ses cheveux. « Tu n'étais pas seule cette nuit-là, Marianne, bien que tu ne le saches pas. Je me suis tenu à ma fenêtre et j'ai regardé ta bougie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Je ne te l'ai jamais dit. Je n'aurais pas pu me dire alors ce que cela signifiait. Je le sais maintenant. Cela signifiait que j'avais déjà, cette première nuit, commencé à t'appartenir, et qu'il me manquait seulement le courage de le savoir pendant 1 an. » Marianne leva la tête et le regarda dans la dernière lumière grise. Et son visage simple et cher
était humide et joyeux. Et elle ne parla pas, car il ne restait rien à dire que toute l'obscurité chaude ne disait déjà pour eux. Et le duc et la duchesse de Voulmar restèrent assis ensemble sur les marches de la terrasse, jusqu'à ce que les étoiles soient épaisses au-dessus d'eux, et que la nuit soit pleine et douce autour d'eux. Deux personnes qui avaient chacune été abandonnées, ignorées et laissées dans le froid, et qui avaient trouvé, tardivement et de manière inattendue, et au-delà de tout mérite, la seule chose qu'aucune d'elles n'avait jamais osé espérer. C'était un foyer dans le cœur d'un autre, et une main à tenir dans le noir. Et plus aucune nuit pour le reste de leur vie, que l'un ou l'autre n'aurait jamais besoin de passer seul. L'été mûrit, et l'automne arriva. Marianne s'arrondit, et Alaric tint son second vœu, aussi bien qu'un homme effrayé le pouvait. C'est-à-dire imparfaitement et quotidiennement, et avec sa main toujours prête à le stabiliser quand la vieille crainte se levait. Il ne la laissait pas monter à cheval, bien qu'elle se moquât de lui pour cela, mais elle se promenait dans le parc chaque beau matin avec lui, et le grand bail, confiance, marchant doucement à son épaule, comme si la bête aussi comprenait qu'elle portait maintenant quelque chose de précieux et devait aller doucement. Alaric la regardait s'arrondir et s'épanouir, et certains jours, la joie de cela surmontait presque la peur, et certains jours, la peur surmontait presque la joie. Et la Marianne, qui ne manquait rien, prenait sa main les mauvais jours et disait seulement « Je suis là ». Tiens, Sens, il donne des coups de pied, le misérable. Il sera aussi têtu que son père. Et Alaric posait sa large main sur elle et sentait la petite vie féroce s'agiter en dessous, et était, pour ce moment, plus heureux qu'effrayé. Mais la fièvre qui avait emporté Eleanor n'avait pas quitté le monde. Elle revint dans le comté cet octobre-là, comme elle était venue 11 ans auparavant, chevauchant le temps froid et humide depuis les marais. Et Volmy, qui avait ouvert ses portes cet été-là aux locataires et aux voisins, n'était pas à l'abri. Elle arriva d'abord au village. Et Marianne, qui serait descendue pour soigner les malades elle-même si Alaric ne le lui avait pas, pour une fois dans sa vie, simplement interdit, et n'avait pas posté 2 valets à la porte pour s'assurer que l'interdiction était respectée, envoya à la place tout le réconfort que la grande maison pouvait fournir. Bouillon, couvertures, charbon et les honoraires du médecin. Et puis, dans la dernière semaine noire de cet octobre, le mois même, l'anniversaire même, si bien qu'Alaric sentit la terre basculer vers la vieille tombe. La fièvre monta la colline, jusqu'à Volmy même. Et Marianne, enceinte de 7 mois, se réveilla un matin, rouge et frissonnante, et ne put se lever. Les jours suivants furent les pires de la vie d'Alaric, pires que la première fois, car la première fois, il avait été jeune, hébété, et à moitié spectateur de sa propre ruine. Cette fois, il était un homme mûr, qui comprenait exactement ce qu'il risquait de perdre, et qui avait juré de ne pas avoir peur, et qui avait peur au-delà de toute mesure. Il ne quitta pas sa chambre, il ne le voulait pas. Il s'assit près du grand lit pendant que la fièvre montait, et que Marianne brûlait et divaguait. Et Livia Rennick allait et venait, le visage de plus en plus long, et toute la maison réchauffée redevint silencieuse et grise, comme elle l'avait été pendant les années froides. 60 âmes retenant leur souffle, car ils l'aimaient maintenant, tous, et ne pouvaient supporter de perdre la maîtresse qui avait appris tous leurs noms. La 3e nuit, la fièvre atteignit son paroxysme. Rennick prit Alaric à part dans le couloir, hors de portée de la malade, et lui dit doucement, de médecin à duc, d'homme à homme, qu'il devait se préparer, que la fièvre était très haute, que la duchesse était forte, mais que l'enfant taxait ses forces, que les prochaines heures décideraient de tout, et qu'Alaric devrait peut-être envoyer chercher le vicaire. Et Alaric entendit la cloche du cimetière dans son propre crâne, sentit la pluie, et le vieux vœu se leva en hurlant. « Tu le savais, disait-il. Tu le savais. Tu as juré que tu ne te tiendrais plus jamais ici. Et pourtant, tu l'as laissé entrer. Tu t'es laissé aimer. Et maintenant, tu vas payer, comme tu as toujours su que tu payerais. Dans une tombe, sous la pluie, seul. » Il retourna dans la chambre. Il en fit sortir tout le monde, même Rennick, même sa femme de chambre, pour un petit moment. Et il s'assit sur le bord du grand lit et prit la main brûlante de sa femme dans les siennes. Et il ne pria pas, car il n'avait pas prié depuis le dernier cimetière et ne savait pas comment commencer. Mais il fit la seule chose qui restait à un homme qui n'a plus rien d'autre. Il lui parla à voix basse, comme elle lui avait appris à parler aux choses effrayées. « Tu m'as dit que c'est étonnant ce qu'une créature peut faire, dit-il, quand quelqu'un prend enfin la peine.
Je prends la peine, Marianne. M'entends-tu? Je suis là et je ne vais nulle part. Et tu ne vas nulle part non plus, car je viens juste d'apprendre à être en vie, et je ne le ferai pas sans toi. Je ne le ferai pas. Je l'interdis. Et tu as toujours dit que j'étais trop habitué à être obéi. Sa voix se brisa, et il la reprit. Tu m'as dit que j'avais jeté 11 ans dans une tombe et qu'aucune femme qui m'aimait ne m'en remercierait. Eh bien, je ne jette pas ça, comprends-tu? Quoi qu'il en coûte, je reste fidèle au vivant cette fois. Tu dois m'aider. Tu dois rester et prendre la peine avec moi, comme tu l'as promis. Chaque jour, tu as dit, tu m'as donné ta parole. Il pressa sa main chaude contre son front, à l'endroit où vivait la peur, où elle l'avait embrassé en été. Reste, Marianne, s'il te plaît. Je demande. Je n'ai jamais de ma vie demandé quoi que ce soit. Je ne pensais pas en avoir le droit. Et tu m'as même appris cela. Tu m'as appris que j'avais le droit de vouloir. Alors je veux maintenant, de tout mon être, plus que je ne voulais être en sécurité, plus que je ne voulais le vœu, plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit sous le ciel de Dieu. Reste. Il ne sut pas combien de temps il resta assis. La bougie se consuma et il ne la renouvela pas. Dehors, aux fenêtres sombres, la pluie d'octobre se mit à tomber, la même pluie coulant sur le verre noir. Et Alaric tint la main de sa femme dans le noir et ne la lâcha pas. Et quelque part, loin dans la nuit, la fièvre tomba. Il le sentit avant de le comprendre. La main brûlante dans la sienne se refroidit. Le murmure divagant qui avait duré sans cesse sous son souffle pendant 3 jours se tut. Et pendant un instant terrible, il pensa que ce silence était le dernier silence, et son cœur s'arrêta. Et puis il l'entendit, basse, rauque, sèche et sans équivoque. La voix qu'il avait craint de voir réduite au silence pour toujours. « Vous êtes assis dans le noir, monseigneur, » murmura Marianne. « C'est bien de vous. Êtes-vous resté ici tout le temps? Vous allez vous rendre malade. » Un souffle. Et vous avez laissé la bougie s'éteindre. Alaric de Volma posa son visage contre la main vivante de sa femme et pleura comme il n'avait pas pleuré même dans la galerie. Il pleura toutes les 11 années hors de lui enfin. Tandis qu'elle caressait sa tête inclinée avec ses doigts faibles et rétablis et disait encore et encore, le calmant comme elle avait calmé le cheval, « Voilà, je suis là. Je t'ai dit que je prendrais la peine. Voilà mon amour, je suis là. » Elle se rétablit lentement, car elle avait été très malade. La fièvre quitta la maison et le comté avec l'arrivée du gel. Et Volmy, qui avait retenu son souffle, respira à nouveau. 2 mois plus tard, dans le froid profond et immobile d'un janvier qui était l'anniversaire même d'un mariage froid 1 an et plus auparavant, par un matin de neige dure et brillante, la duchesse de Vulma accoucha sans encombre d'une fille vivante, hurlante, au visage rouge et furieux. Et la mère et l'enfant s'en sortirent bien. Alaric fut autorisé à entrer dans la chambre quand ce fut terminé. Il avait arpenté le couloir à l'extérieur toute la longue nuit, comme des générations d'hommes de Vulma l'avaient arpenté. Mais aucun homme de Vulma ne l'avait jamais arpenté comme il l'arpentait, le cœur entièrement sans défense, au-delà de toute prétention du duc froid et correct qu'il avait été. Quand enfin la porte s'ouvrit, et que le vieux Rennick, gris et souriant, lui dit qu'il avait une fille et une femme, toutes 2 vivantes, toutes 2 en bonne santé, Alaric entra dans la chambre sur des jambes qui le tenaient à peine. Et il vit sa femme, pâle, épuisée et radieuse, appuyée sur les oreillers du grand lit. Et dans le creux de son bras, une petite tête sombre, un minuscule visage furieux, une main pas plus grande qu'une châtaigne, qui s'était refermée sur un des doigts de Marianne, avec une force qui semblait une promesse. Il avait tenu un enfant dans cette maison auparavant, une après-midi, il y a 11 ans et plus, et avait regardé la petite respiration ralentir et s'arrêter. Il se tenait maintenant sur le seuil, et ne pouvait pas bouger, se noyant à nouveau dans la vieille crainte. Et Marianne, qui ne manquait rien, leva les yeux vers lui à travers la pièce et ne dit pas un mot. Elle sourit seulement, déplaça un peu son bras et tendit le petit pois chaud de leur fille vers lui, dans une invitation aussi vieille que le monde. Et le duc de Vulma traversa la pièce, s'assit sur le bord du grand lit et prit sa fille vivante dans ses 2 mains. Et cette fois, les petites respirations ne ralentirent pas. Cette fois, la petite poitrine se soulevait et s'abaissait, se soulevait et s'abaissait, chaude, outragée et totalement vivante. Et la petite main agrippa son doigt, et Alaric inclina la tête sur son enfant et sa femme et laissa le reste du froid s'en aller. Ils la nommèrent Eleanor. C'est Marianne qui le proposa. Le 2e matin,
quand Alaric vint s'asseoir près du lit, tenir sa petite fille et s'émerveiller qu'elle continue de respirer. Il n'avait pensé à aucun nom, étant encore trop hébété par la merveille de les voir toutes les deux vivantes, pour penser à autre chose qu'à l'heure suivante. Et quand sa femme dit tranquillement, en observant son visage, « J'aimerais l'appeler Eleanor, si vous êtes d'accord. » Il ne put d'abord pas parler. « Vous ne pouvez pas être sérieuse, dit-il quand il le put. « Je le suis de tout mon cœur, dit Marianne. Vous avez aimé une femme bonne autrefois, et elle est morte trop jeune, et elle n'a jamais tenu d'enfant vivant, bien qu'elle soit morte en essayant de vous en donner un. Ce serait une chose mesquine et jalouse de la chasser de cette maison pour toujours, comme si son amour avait été un rival à vaincre, au lieu de la première preuve que vous pouviez aimer. Elle vous a appris la chose qui vous a permis enfin de m'aimer. Je lui dois beaucoup, Alaric, plus que je ne peux le dire, et je ne veux pas qu'elle soit oubliée. Laissez notre fille porter son nom dans les années que la pauvre fille n'a jamais eues, qu'il y ait une Eleanor à Volmy qui grandisse, rit, se marie par amour et vieillisse. Ce n'est pas vous trahir, c'est vous guérir, et c'est le seul monument qui vaille la peine d'être érigé. » Et le duc de Volma, qui avait pleuré mais rarement dans sa vie et semblait maintenant incapable de s'arrêter, se pencha sur sa fille et sa femme. Et il comprit qu'il avait épousé, dans son chagrin froid et calculateur, le cœur le plus généreux de toute l'Angleterre, et qu'il l'avait fait par accident ou par grâce, et qu'il ne le méritait pas et passerait le reste de sa vie à essayer de le mériter. Ainsi, l'enfant fut baptisé Eleanor Marianne Volma, dans la petite chapelle de pierre, où son père avait dit à sa mère, 2 hivers auparavant, qu'elles passeraient leur nuit de noces seules. La moitié du comté vint au baptême, le même comté qui avait chuchoté derrière ses éventails, et ils vinrent maintenant non pas pour se moquer, mais pour voir, car l'histoire du duc dégelé et de sa duchesse simple et chaleureuse avait fait le tour. Et il n'y a rien que le monde aime tant qu'une chose froide rendue chaude. Madame Fairley ne vint pas, mais Julian vint, l'insouciant et généreux Julian, qui fut le parrain de l'enfant qui avait déplacé son propre fils de la lignée directe. Et il le fit avec une joie réelle qui le surprit même lui-même. Et qui dit à Alaric ensuite, devant le vin du baptême, « Je vous l'avais dit, cousin, un homme peut honorer les morts si longtemps qu'il enterre les vivants à leur côté. Vous ne l'avez pas fait. Je suis heureux au-delà de toute mesure que vous ne l'ayez pas fait. » Et Alaric serra la main de son cousin et ne put répondre. Et Julian, qui n'avait jamais de sa vie insouciante fait une chose entièrement désintéressée avant cette nuit d'avril près de la carafe, quitta Volmy un peu changé lui-même, comme le sont les hommes qui se tiennent près d'une grande chaleur. Les années passèrent, comme les années le font. Le duc et la duchesse de Volma vieillirent sinon vieux, du moins plus âgés ensemble, et la grande maison froide se réchauffa jusqu'à sa dernière pierre. Il y eut un frère pour Eleanor, puis une sœur, et chaque fois, Alaric arpentait le couloir dans la crainte. Et chaque fois, la crainte était plus petite. Car il avait appris que le chagrin est le prix de l'amour, et avait décidé une fois pour toutes que c'était un prix qui valait la peine d'être payé, et qu'un homme qui ne veut pas le payer ne sait rien épargner, mais s'est seulement privé de tout. Les enfants grandirent dans une maison pleine de lumière et de pas pressés, et, étonnamment, de rire. Car le maître de Volmy, qui n'avait pas ri depuis une décennie quand sa duchesse était venue à lui, riait maintenant chaque jour, et le son de ce rire dans ces vieilles pièces sinistres était une chose dont les plus anciens serviteurs parlaient avec émerveillement aux plus jeunes. L'école prospéra, le village prospéra, le drain de la carrière fut creusé, et plus aucun homme ne mourut de l'humidité. Et le grand bey Confiance porta la jeune Eleanor en toute sécurité sur son dos, avant qu'elle ne sache bien marcher, doux comme un agneau, avec l'enfant de la femme qui l'avait apprivoisé. Et les longs soirs d'été, le duc et la duchesse de Volma se promenaient ensemble dans le parc, comme ils s'étaient promenés dès le début, main dans la main, maintenant sans hâte, avec une ribambelle d'enfants et de chiens, et le vieux cheval bai flânant derrière. Et Alaric regardait le visage simple et cher de sa femme, plus simple maintenant, et plus cher avec les années, et s'émerveillait de l'étrangeté de sa fortune, car il l'avait épousée pour se protéger, et elle l'avait rendu vulnérable, glorieusement et totalement vulnérable, ouvert à chaque joie et à chaque chagrin que le monde vivant pouvait infliger. Et c'était le meilleur marché qu'il ait jamais fait, meilleur qu'il ne l'avait su en le faisant, meilleur qu'il ne le méritait.
Il lui avait dit le jour de leur mariage qu'elle passerait cette nuit seule, et elle l'avait fait. Et ça avait été. Bien qu'aucun d'eux n'aurait pu le deviner alors, la dernière nuit où l'un ou l'autre serait jamais vraiment seul à nouveau. Parfois, lors de ces soirées, il passait devant la petite porte de la chapelle où ils s'étaient mariés. Et Marianne la regardait, puis le regardait, avec le fantôme de son vieux courage sec dans les yeux. Et une fois, elle dit, « Vous souvenez-vous, monseigneur, de ce que vous m'avez dit là-dedans? Je me souviens de chaque mot, dit Alaric. À ma honte. » « Passe à votre honte, dit-elle, et elle s'arrêta et prit ses deux mains. Là, sur le chemin, dans la lumière dorée du soir, avec la maison s'élevant chaude derrière eux, et les enfants appelant au loin à travers l'herbe. Vous m'avez dit la vérité, telle que vous la connaissiez. Vous ne pouviez pas savoir alors ce que nous deviendrions. Moi non plus. J'ai épousé un homme froid pour avoir une place dans le monde, et j'ai eu un homme chaleureux, un foyer, une famille, et un amour que je ne m'étais jamais permis d'espérer de toute ma vie affamée. Et vous avez épousé une femme ordinaire pour garder votre cœur fermé, et vous l'avez eu brisé et ouvert à la place. Et vous en êtes plus heureux, n'est-ce pas? J'en suis plus heureux, dit Alaric de Vulma, que de n'importe quoi sous le ciel. Et il leva les mains simples, usées et aimées de sa femme à ses lèvres. Là, dans la dernière lumière, devant la maison, qui n'était plus froide. Et derrière eux, les 400 fenêtres de Volmy captaient le soleil bas et doré, et brûlaient comme une maison de feu. Chaude enfin, chaude jusqu'à la pierre. Et le son des rires d'enfants traversa le parc comme le tintement d'une cloche. Et le duc et la duchesse de Vulma se retournèrent et rentrèrent chez eux ensemble dans la soirée. Et ils n'étaient pas seuls, et ne le seraient jamais.